Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du mercredi 13 novembre 2024. Tu veux ta dose de liberté d'expression, c'est ça ? Pour ça, il faut un sujet brûlant, comme l'islam en France. On a aussi besoin de participants suffisamment ouverts d'esprit pour entendre des avis contraires, comme Renaud, Guy, Guénolé, Guillaume, Kader et Pascal. Enfin, rien ne serait possible sans un animateur garant de cette liberté depuis 3 décennies. Tiens-toi-le pour dit. Précieuse écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Est-ce que je peux te répondre ? Laisse-moi terminer, Kader. Il savait que le Coran possédait des postures anti-juives parfaitement claires. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que beaucoup de figures juives de l'époque des années 80, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Julien Drey et tous les autres, Michel Pollack, Laura Adler, Laura Adler n'est pas juive. Mais tous ces gens-là expliquaient directement aux auditeurs de la télévision et de la radio, Yvan Levaille, Jean-Jacques Servan-Schreiber, etc. Si vous avez au pouvoir qui ont réaccéléré le flux migratoire, le savaient pertinemment. Puisqu'un gamin de 17 ans... Est-ce que je peux réagir à ces propos, Guy ? Eux le savaient. Ils savaient que l'islam... Est-ce que je peux te répondre ? Laisse-moi terminer, Kader. Ils savaient que le Coran possédait des postures anti-juives parfaitement claires. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que beaucoup de figures juives de l'époque des années 80, Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, Julien Drey et tous les autres, Michel Pollack, Laura Adler, Laura Adler n'est pas juive. Mais tous ces gens-là expliquaient directement aux auditeurs de la télévision et de la radio, Yvan Levaille, Jean-Jacques Servan-Schreiber, etc. Si vous votez Jean-Marie Le Pen pour arrêter l'immigration, vous êtes des antisémites. Et ces gens-là voulaient une immigration musulmane. Et on nous ferait croire qu'ils ne savaient pas que l'islam était hostile au judaïsme. Mais non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Guy, là-dessus. Pas de souci. À personne, et surtout pas à moi. Ces gens-là, en pleine connaissance de cause, ont influencé les Français, ils les ont culpabilisés, leur ont dit, si vous votez Jean-Marie Le Pen, c'est le retour des heures les plus sombres, ouais, tout à fait, c'est Maréchal Pétain, c'est Laval, c'est Vichy, et donc il ne faut pas voter pour lui parce qu'il est très méchant. Et il avait aussi des discours antisémites, Jean-Marie Le Pen, t'as oublié de le dire. Pas avant le détail, Maurice. Il a même été condamné pour ça, à plusieurs reprises d'ailleurs. Pas avant le détail, pas avant l'histoire du détail. Avant l'histoire du détail, il ne parlait moi, je suis pas en train de te dire que c'est avant ou après. Je te dis que Jean-Marie Le Pen a tenu des discours, même du temps où c'était juste un disquaire de musique militaire. C'est ce qu'il faisait, c'était son boulot. Si, il était connu en France et il avait déjà commencé à faire des discours antisémites, à faire des blagues, des trucs. Je pense qu'à 16 ans, tu n'étais pas au courant. Il avait déjà été condamné. Moi, je suis pas en train de te dire à 16 ans ou à 17 ans. Je dis que dans la composante et dans la posture de Jean-Marie Le Pen, il y avait aussi des postures antisémites. Bon, donc tu veux dire que la télévision de gauche, à partir de 1981, a sciemment invité un antisémite à la télévision. Que quelqu'un même qui a été condamné pour tenir ces propos-là, oui. Il a été condamné à plusieurs reprises et il a été invité sur les plateaux de télévision, oui, régulièrement. Moi, là, j'ai pas le temps de chercher parce que je peux pas tout faire en même temps, mais je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen ait été condamné pour des propos antisémites, avant d'arriver à la télévision en 84. Je ne le pense pas, mais peu importe. Il ne parlait pas de ça avant le coup du détail, il ne parlait pas de ça, il ne parlait que de l'immigration. Et Guy, sur ce point, excuse-moi, mais sur ce point, sur l'immigration, j'admets que Jean-Marie Le Pen a été visionnaire. Il a été visionnaire sur l'immigration. Parce que c'est un grave danger pour le pays. Et tous les journalistes... Il a été visionnaire là-dessus, oui, c'est vrai. Les journalistes... Écoute, moi j'y étais, j'ai 60 piges. Les journalistes de gauche, puisque la gauche avait pris le pouvoir à la télévision, c'était le dernier pouvoir qui lui manquait, c'était la radio et la télévision. Tous les
tous les journalistes de gauche arrivés avec le Parti socialiste en 1981, en mai 81, il y avait des journalistes à la télévision, ils ont tous disparu en septembre 81, remplacés par les journalistes de gauche. Les journalistes lui sont tombés dessus à Le Pen, fasciste, raciste, nazi, antisémite. Alors oui, antisémite forcément, parce que bon, c'est un truc intéressant, il faudra qu'on en parle un jour. C'est le retour des ordres le plus sombre de notre histoire, c'est patati, c'est patata, c'est le maréchal Pétain, etc. Ce qui fait que les Français qui écoutaient le discours de Jean-Marie Le Pen se sont vus tout de suite interdits d'imaginer de pouvoir voter pour lui, parce que tous les journalistes, et tout le monde en réalité, tout le monde, c'est-à-dire la radio, la télévision, les journaux, expliquaient que c'était un fasciste, un raciste, un nazi, et personne ne s'est dit mais pourquoi on invite ce mec-là à la télévision alors si c'est un fasciste, un raciste, un nazi. Et les gens ont pris pour... Les gens ont été... Leur cerveau a été totalement lavé, ils ne se sont pas rendus compte que ce que disait Le Pen, c'était la vérité, c'est ce qui allait se passer, et le résultat, c'est ça aujourd'hui. Donc d'entendre des gens comme Renaud, ou Pascal, ou Céline n'est pas là ce soir. Mais ça tient pas. Je veux bien, Guy, que tu essaies de te faire passer pour quelqu'un qui avait tout compris, qui savait tout, je sais pas quoi, quand il avait 17 ans. Oui, d'accord, mais bon. Je suis pas milliardaire. Oui, t'es pas milliardaire. Alors attends, je vais appuyer sur le bouton parce que moi, tu vas pas m'empêcher de parler. Donc je dis c'est très bien. Tu as envie de nous dire que tu es un super héros. J'imagine c'est un moment où tu vas briller dans ta famille, où tout le monde va t'applaudir parce que quand tu avais 17 ans, tu savais ce qui allait se passer, etc. Bon, la France des années 80 ne ressemble pas du tout à la France d'aujourd'hui. Le comportement des musulmans qu'il y avait en France dans les années 80 et même au début de l'an 2000 n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens non pas du tout non pas du tout pourquoi beaucoup de gens dont je fais partie se sont un peu braqués contre l'islam aujourd'hui? Moi, si je suis braqué contre l'islam, c'est parce que je trouve qu'on en fait trop, que les gens qui sont qu'une partie notable des musulmans fait pour ce que je comprends en même temps, essaie de transformer une partie de notre pays en pays musulman parce qu'ils considèrent que c'est sans doute la meilleure façon de vivre, etc. Pourquoi pas? Et c'est moi ce qui me crispe. Jusque-là, pendant absolument des années, ils ne le faisaient pas. Nous sommes le 13 novembre et nous fêtons les Brises. 1830, mise en vente du roman Le Rouge et le Noir de 78, décès de Gioacchino Rossini. Compositeur italien. 1929, naissance de Jacques Rouland. Qui a trouvé ce titre de Monsieur Cinéma? C'est lui qui trouve. Où est-il? Jacques Rouland? Ah, il est là. Très heureux de vous rencontrer, mon cher Jacques Rouland. Homme de radio et de télévision français. 1938, naissance de Jean Seberg. À plus forte raison, lorsqu'un hasard savamment calculé nous y fit retrouver Jean Seberg, la plus ravissante jeune comédienne que l'Amérique ait depuis longtemps offerte à la France. Actrice américaine. 1940, première mondiale du film Fantasia de Walt Disney. 1947, André Gide obtient le prix Nobel de littérature. Seigneur, persuade-moi que je ne peux pas abandonner cet enfant. Que c'est toi qui m'en donnes la garde et me la confie pour que je la conduise à toi. 1955, naissance de Karine Helen Johnson, dite Whoopi Goldberg, actrice, humoriste, productrice américaine. 1979, décès de Frédéric Betty, dite Freda Bétiste lyrique française. 1986, décès de Thierry Leluron. Françaises et Français, camarades, mes frères, mes sœurs, mes chers cousins, cousines, neveux, nièces, beaux-frères, belles-sœurs, Dalida, le jour de gloire de la famille et des amis est arrivé. Humoriste, imitateur, comédien et chanteur français. 2002, décès de Roland Hanna, pianiste américain. 2015, des attaques terroristes perpétrées dans les rues du 10e et 11e arrondissement de Paris, devant le Stade de France et dans la salle de concert du Bataclan, font 130 morts et 413 blessés, dont 99 en état d'urgence. 7 terroristes islamistes sont morts. Il est 21h30, une nuit d'horreur vient de commencer. Aux abords du Stade de France, 2 kamikazes viennent de se faire exploser à
10 minutes d'intervalle. Un troisième suivra moins de 30 minutes plus tard. Des attaques sont en cours dans les 10e et 11e arrondissements de la capitale. Des fusillades à des terrasses de cafés et de restaurants, rue Alibert, puis rue de la Fontaine-au-Roi et rue de Charonne, des quartiers festifs de la capitale. À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock dans la salle du Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu à l'arme automatique. C'est une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. Qui ne fait pas quand il peut, ne fait pas quand il veut. Proverbe français. Dragon, vous seriez bien inspiré d'utiliser vos capacités de discernement avec votre entourage. Mercredi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Je pense qu'on te veut du mal, Gwénolé. Au nom de tout le monde. Ça me fait chier les mecs comme toi parce que vous avez le micro et vous dites... Écoute-moi, parle pas au nom de tout le monde, parle en ton nom. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. On est bien d'accord, l'alcool, faut l'acheter, mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café, ton coffee, ton café. Tu l'as là ? Allez, merci et lâche-toi. Ça fait 25 ans que ça dure, mais c'est pas fini. Le super best-of de Maurice Radio Libre, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer encore ? Ben là, juste avant, c'est le récapitulatif, à savoir 3, 2 et 1. Donc, number 3, Shaggy. Oh, qu'est-ce qu'il fait ? Non. T'imagines le bordel ? Si tonton Pierre nous entend, vous êtes tous virés. On veut encore ? La suite, c'est dans la boutique. T'aurais voulu être un artiste ? J'imagine la longue branche qui ressemblait à un bras d'ogre. Celle qui me faisait peur. T'aurais voulu être un acteur ? Maurice, elle est à toi, cette chanson. T'aurais voulu être un auteur ? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je lui faisais mienne. Le goût, mon cher, c'est un organe délicat, perfectible. Alors n'hésite pas, tu as attendu sur Maurice Radio Libre. Envoie-nous ton texte enregistré sans musique et en te présentant. Allez, fonce ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Ouais, celui-là est vraiment bien. Hein. Faut l'avoir à la maison, ça enlève la poussière et ça permet de faire disparaître la graisse du ventre. Message dans ma boîte de Laurent, il a 52, il est à l'avance et il dit ceci. Salut l'équipe. Je suis content d'avoir giclé loin de ma vie la religion. Quand on est séparé de tout ça, on trouve un côté insipide à toutes ces jérémiades. Depuis 30 ans, des personnes cherchaient une chouette d'or à l'aide d'un livre et d'énigmes. Une mini-religion en soi avec des puristes, des procès, de l'engouement, des pour, des contre, des sachants. La chouette d'or a été trouvée ces temps derniers. Pour moi, c'est du pareil au même, sauf qu'il était rappelé souvent que c'était un jeu. Cette émission de radio, Maurice Radio Libre, reste une émission de radio magnifique au demeurant, un loisir. Pour certains, c'est une messe et se pose en grand précepteur. Je vous écoute bien et me fais mon jugement. T'as bien raison. Renaud à 56, il est à Paris. Oui. Gwénolé, 50 à Nantes. Je suis là. Guillaume, 32 à Angers. Oui. Kader, 49 à Troyes. Oui. Guy, 60 à Villeneuve-Saint-Georges. Oui. Pascal, 60 à Paris. Je suis là. La main est à Guy et ensuite on écoutera Pascal puis Gwénolé. Allez-y Guy. Oui, merci Maurice. Bon, moi j'avais pas fini mon laïus l'autre jour quand j'ai parlé de Madame Butler et de Monsieur Marx. Je voulais en arriver à un point précis. Je voulais pointer déjà le fait que ces deux personnes appartenant au peuple juif avaient créé une révolution. Et on pourrait en ajouter un troisième, c'est Freud. Freud est un grand révolutionnaire de l'esprit. Il a apporté une théorie. Qu'ils auraient pu être noirs en plus, c'est dramatique ce que tu dis là. Ça aurait été drôlement embêtant s'ils avaient été noirs encore en plus. Qu'est-ce que tu aurais dit là? Tu l'aurais pointé aussi?
J'ai la main. Non, mais réponds à ma question, là. Tu l'aurais pointé aussi s'ils avaient été noirs? Mais c'est justement, ils n'étaient pas noirs. Ah, bah oui, mais s'ils l'avaient été, alors est-ce que tu l'aurais dit? On a l'impression que l'important pour toi, c'est le fait qu'ils soient juifs. Oui, c'est important parce que je vais pointer. Ah bon, et pourquoi? Pourquoi c'est important? Laisse-moi parler, tu vas comprendre. Voilà. J'attends ça avec impatience, oui. J'espère bien. Donc, on peut ajouter Freud, et ça fait une triplette tout à fait intéressante à partir du milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e. Et ces gens-là sont extrêmement importants. Alors, Pascal parlait en réponse à mon laïus, elle a parlé de Proudhon, etc. Oui, Proudhon est un révolutionnaire aussi, tout à fait. Simplement, c'est un révolutionnaire qui est resté dans les livres. C'est-à-dire que la théorie de Proudhon, la révolution de Proudhon, elle n'a jamais été appliquée quelque part. Tu peux aussi ajouter Trotsky. Hein. Ça c'est faux. Ça c'est faux parce que figure-toi que tout en bas de l'Espagne, il y a une base autogestionnaire et anarchiste qui se base sur les dires de Proudhon. Donc renseigne-toi un petit peu mieux là-dessus. Tu vois, t'es pas tout rond. Je parle de révolution. Si tu veux, on peut parler de l'anarchie aussi qui a un petit peu marché. Non, mais ne dis pas que ça s'applique nulle part. Oui, mais bon. Là, tu pinailles. Bon. Oui, bien sûr. Comme toi, tu pinailles en disant qu'il y a que des juifs qui ont des idées bizarres. En tout cas, qui ne te conviennent pas. Toi aussi, tu pinailles un peu, je pense. Michel Onfray est un proudhonien, convaincu. Voilà. Donc, il espère qu'un jour, sa révolution proudhonienne prendra place en France. Alors, la théorie de la propriété de Proudhon, propriété, liberté, pas en droit, mais une fonction. La propriété vole à abolir. Proudhon vient donc à justifier la propriété liberté, non pas car elle serait vertueuse en soi, mais parce que son caractère absolu en neutralise une autre, l'arbitraire de l'État. Ah, faut s'asseoir. J'en avais parlé il y a un an de ça ici, Maurice, tu te souviens pas du Proudhon? Oui, bien sûr. Allez-y, Guy. De Proudhon, allez-y, Guy. Oui, merci, Maurice. Oui, donc, il n'y a pas que Marx comme révolutionnaire au 19e siècle, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mon sujet. Moi, mon sujet, c'était Marx, Freud, Judith Butler, qui sont des gens qui ont eu une influence réelle dans le monde réel occidental. Voilà. Et ces gens-là, je prétends, je pense, j'en suis même totalement persuadé, que c'est à cause du fait qu'ils appartiennent au peuple juif et au fait qu'on reçoit... Tu penses sincèrement qu'il y a que... Bon, est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a que... Non mais réponds, est-ce qu'il y a que... Parce qu'on a l'impression qu'il y a que les juifs qui ont fait quelque chose. Non, pas du tout. C'est assez symptomatique quand même, toujours avoir ce truc centré. Je dis qu'ils sont les inventeurs. C'est tout. Les inventeurs. Mais est-ce qu'il y a que... Tes références sont exclusivement sur ces trois gens-là? Tout à fait, parce que je veux montrer, je veux faire une démonstration. Voilà. Et je dis que le peuple juif, par ses... Alors pas tout le peuple juif, on est tout à fait clair. Quand on a une éducation juive et qu'on a le tempérament, qu'on a l'intellect pour faire des travaux intellectuels, théoriques, sur des sujets différents, l'économie pour Marx, l'esprit pour Freud, le genre ou la sexualité pour Madame Butler, ces gens-là apportent des révolutions qui ont une influence sur le monde dans lequel ils vivent. Et il se trouve que le monde dans lequel ils vivent, aux dernières nouvelles, c'est pas Israël, c'est pas un autre pays, c'est l'Occident. Voilà, c'est tout. Et ce que je voulais... Tu penses sincèrement que cette Madame Butler que tu cites, qui est donc quelqu'un de récent, est-ce que tu penses qu'elle est vraiment à l'origine du wokisme? Parce que sauf erreur, ça vient pas d'elle. Hein. Elle est à l'origine de la théorie du genre, qui elle-même est à l'origine du wokisme, qui est un mouvement communiste, c'est-à-dire que c'est la jambe droite du communisme. Alors que le communisme était entendu comme une révolution économique et sociale, et moi j'estime que Madame Butler est la jambe droite, mais pas au sens politique évidemment, mais la jambe droite du communisme, c'est-à-dire que c'est une révolutionnaire qui révolutionne... Mais tu lui prêtes pas un peu beaucoup quand même? Parce il y a quand même pas qu'elle. Enfin, je veux dire, on a l'impression que tout émane de cette femme-là. Ça me paraît quand même un peu excessif. Alors, je veux dire que c'est elle qui l'a théorisé, qui l'a conceptualisé. Mais elle a repris, en effet, une phrase, pas seulement une phrase,
mais on peut donner l'exemple de la phrase très connue de Simone de Beauvoir, que tout le monde, je ne sais pas, mais que beaucoup de gens connaissent, c'est « on ne naît pas femme, on le devient ». Et ça, c'est le coup d'envoi de ce sur quoi va travailler Judith Butler. Mais donc de Beauvoir n'était pas juif, sauf erreur, donc c'est pas dérangeant pour toi? Non, c'est pas du tout dérangeant parce que de Beauvoir était communiste. Et comme son compagnon... Donc pourquoi pointer que l'autre est juive alors? Et parce que si ton discours est politique. Parce que tu vois, de Beauvoir était communiste. Et le communisme, c'est Karl Marx, qui est un Ashkénaze, qui l'a inventé. Mais mon point n'est pas là. Mon point est de montrer que le fait que ce soit des gens qui appartiennent au peuple juif n'est pas un hasard. C'est ça ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que le judaïsme, c'est la révolution. Et c'est intrinsèquement le concept de révolution. Alors, ah oui, tu te bases sur quoi pour dire ça? Voilà, et tu vois, moi j'essaie de parler dans cette émission des sujets que je connais. C'est-à-dire que moi je ne connais pas la moto, je ne connais pas la voiture, je ne connais pas le droit. Alors moi je ne sais pas quelle est ta formation. Je ne connais pas le design industriel, je crois que c'est la formation de Renault. C'est quoi ta formation, Pascal? Oh, moi je suis une autodicte pur jus. Si tu savais tout ce que j'ai fait, je pense que tu serais dans ton coin. Donc c'est pas le sujet. Sans doute. Sûrement d'ailleurs. Moi ça ne me dérange pas d'être dans mon coin. Moi je pense que c'est le judaïsme qui en réalité joue là-dedans. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple. Alors, les intellectuels juifs de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire après la mort de Jésus, et après l'écriture de la Bible, enfin du texte biblique, de l'Ancien Testament, ou de ce que les Juifs appellent la Bible hébraïque. Les chrétiens, c'est l'Ancien Testament, et les Juifs, la Bible hébraïque, ont écrit des textes qu'on appelle, vu de l'extérieur, la littérature parabiblique, et vu de l'intérieur, c'est-à-dire vu des groupes qui les ont écrits, ce sont des textes qui appartiennent au canon culturel et intellectuel juif. Et dans ces textes, ils ont écrit des textes qu'on appelle les midrashim. Et c'est quelque chose de connu que par les gens qui s'occupent de l'histoire des juifs, des études juives, bon, quelquefois des études coraniques. Je ne sais pas si tu es au courant, Pascal, moi je travaille sur le Coran. Bon. Et si tu travailles sur le Coran, pourquoi tu es aussi prolixe sur les Juifs et sur leur identité? Parce que je considère que ce sont des intellectuels juifs de la fin de l'Antiquité tardive qui ont écrit le Coran. Et qui ont écrit le Coran? Tout à fait. Et t'es assis, Kader? Je continue. Donc parce que je parlais du concept de révolution comme étant un concept séminal du judaïsme, je parle des midrashim. Et le midrash, qu'est-ce que c'est que le midrash? Le midrash, c'est en quelque sorte deux choses. C'est un commentaire sur tous les livres de la Bible hébraïque, c'est-à-dire ça part de la Genèse jusqu'au roi, le livre des rois, etc. Donc ça fait un certain nombre de livres. C'est un commentaire narratif. C'est-à-dire, on commente verset par verset. Les auteurs juifs commentent verset par verset le texte biblique, tout en ajoutant des élaborations narratives qui font qu'en fait, ils complètent le texte biblique par leurs propres idées et leur propre imagination. Voilà. Et les midrashim, c'est ça. Voilà. Donc il y a deux types de midrashim. Il y a les midrashim agadiques, c'est-à-dire qui sont liés aux commentaires narratifs, et les midrashim halachiques, qui sont liés aux commentaires. Et c'est ça qui t'a fait voter Le Pen? Enfin, je sais pas, je vois pas où tu veux en venir, moi. Je comprends pas vraiment ton propos, là. Quel rapport avec ce que tu disais? Tu vas voir, le rapport avec la révolution, il est parfaitement clair. Donc, le midrashim, le midrash agadique et le midrash halachique qui concerne la loi.
C'est quoi le judaïsme? C'est la dévolution de la loi, de la Torah. Et dans le Midrash de la Genèse, ces gens racontent une histoire d'Abraham qu'ils suivent à partir de la Bible, mais ils en ajoutent énormément sur Abraham. Et ce qu'ils racontent d'Abraham, qu'ils considèrent être le fondateur du judaïsme. Les Juifs disent Abraham Abinu. Abraham, votre père. Ok. Non, il est le fondateur de l'unicité de Dieu. Notre père, c'est... Là, par contre, je crains que nous, on s'ennuie un peu dans le cours, là. Ah bah non, pourquoi? C'est intéressant, Maurice. Je crois qu'il y a des tas de gens qui sont intéressés. Enfin, moi, c'est ce qu'on me dit. Très intéressant. Je termine. Quel est le rapport avec la Révolution? C'est très 2024, quoi. Qu'est-ce que raconte le Midrash qui s'appelle Bereshit Rabbah, le premier livre du Midrash, finalement? Eh bien, il raconte l'histoire d'Abraham. Et qui est Abraham? Abraham, c'est un révolutionnaire. J'ai jamais rencontré. Abraham est un révolutionnaire, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui vient dire à ses congénères, ses concitoyens, ses contribuables, que tout ce en quoi il croit, eh bien, c'est des conneries. C'est pas vrai. Autrement dit, il conteste l'ordre social. C'est un contestataire de l'ordre social. Et il le conteste tellement, il va tellement fort dans sa contestation de l'ordre social, et Kader réfléchit à ce que je dis. J'espère que tu as compris, mais je continue. Il conteste tellement l'ordre social. Il conteste pas l'ordre social. Il conteste tellement l'ordre social parce que les idoles à l'époque, ça participe de l'ordre social, de l'ordre économique, de l'ordre politique. Contester une religion, ça, c'est tout contester. Il la conteste tellement qu'il est obligé de partir parce qu'il se met à être persécuté. Vous avez tous compris que c'est évidemment la même histoire que Mahomet, puisque l'histoire de Mahomet est copiée sur celle d'Abraham. Et donc la contestation de l'ordre social. Ouais, là on va vous laisser entre spécialistes de la religion parce que nous on s'ennuie un peu. La contestation de l'ordre social. La contestation de l'ordre social, c'est la révolution. Ok, d'accord, Guy. Et donc chaque génération, les enfants du judaïsme apprennent leur histoire, et cette histoire fait partie de leur histoire, et dans certains tempéraments, l'esprit révolutionnaire, à l'exemple d'Abraham, eh bien, émerge et fait faire des choses, etc., etc. Donc je pense qu'il y a un point commun fondamental entre les trois personnes que j'ai nommées, Marx, Freud et Judith Butler. Ce sont des révolutionnaires, et ils ont suivi la culture que leurs parents leur ont appris, ils ont suivi la mythologie que leurs parents leur ont appris. Il faut bien comprendre que dans le judaïsme, la mémoire, c'est une chose extrêmement importante. La mémoire, c'est tout. Oui. Donc voilà, c'était le point que je voulais. Merci Guy. D'accord. On va écouter Pascal à Paris. Bon, tu me pardonneras, Guy, mais je vais être cash. Mon père disait, quand il entendait des gens comme toi, ça me fait une belle jambe. Parce que tout ton discours, en fait, je vais te dire, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et qu'on arrête de faire semblant, de croire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas gravissime, qu'on essaye de se monter les uns contre les autres. Et ça, c'est le reproche que je te faisais, Kader, tout à l'heure. C'est qu'effectivement, moi, j'ai l'impression que tes prises de position, malheureusement, sont faites à l'aune de ta religion et de ta vision qui est basée sur ta vision religieuse, notamment sur le conflit Israël-Palestine. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'effectivement, ça coupe totalement toute discussion. Parce que là, effectivement, on est en but. Et c'est ça qui est vraiment qui va pas du tout. Donc ça, c'est le premier point. Donc je vais pas relever ce que tu as dit, Guy, parce qu'en fait, je m'en fous un peu. Moi, ce que je vois... Pardon ? Est-ce que je peux répondre à ça, déjà ? Oui, vas-y. Moi ? Vas-y. J'ai pas envie... Enfin, je vais être peut-être caricatural, mais je vais t'expliquer. Comment moi je ressens les choses, comment on ressent les choses. Nous, on n'a pas envie de perdre notre religion. Ok ? Nous, on n'a pas envie. Je te dis ça, on n'a pas envie de perdre notre religion. On aime notre religion. Une belle histoire. Pour nous, c'est une super histoire. On vous déteste pas,
Et je déteste pas les gens qui sont pas musulmans. Mais on veut rester musulman. Mais, ah oui, parce que mais qui t'en empêche, Kader, en fait? Une bonne question. Parce que ça, c'est ça, en fait, que nous, on ressent. Je sais pas pour Guillaume, mais moi, je vais te le dire. J'ai le fort ressenti qu'on s'en prend à l'islam. À l'islam, pourquoi on laissait. Pourquoi Kader, explique-le ça. Il y a des faits. Bien sûr. Je te le dis bien sûr qu'on s'en prend à l'islam. Quand j'entends, par exemple, Guy, et j'espère que tu vas pas m'interrompre, parce que Guy, j'entends l'islam, c'est une religion anti-juif. C'est inadmissible pour moi d'entendre ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le Coran avait des postures anti-juives. Mais les évangiles, les évangiles ont des postures anti-juives aussi. Je veux répondre à Pascal, moi. Je vais m'adresser à Pascal. Moi, quand je vois beaucoup de choses, et quand j'entends, et je comprends, d'ailleurs, tu vois, je me suis déjà pris la tête engueulée avec Maurice, je comprends son attitude, mais j'aurais pu être, je serais même pas là déjà pour commencer. Je continue à être là parce que moi, j'ai envie de dire, voilà, être musulman, c'est pas être un terroriste, en fait. Et moi, je te dis franchement, aujourd'hui, l'idée, c'est islam terroriste. Mais parce que quand même être d'accord sur une chose. Ouais. Je pense qu'on peut être d'accord au moins là-dessus, c'est de dire qu'il y a des gens qui se prétendent musulmans et qui sont donc des fréristes, c'est quand même de notoriété publique, qui s'appuient sur le Coran pour faire ce qu'ils font. Oui, mais alors que tu veuilles ne pas. Pardonne-moi, Pascal. Moi, je vais quand même réagir à ce que tu dis, Kader. Moi, je suis pas comme toutes les personnes qu'on entend là, qui sont des spécialistes de l'islam. Moi, j'y connais rien du tout. Mon problème, c'est qu'on veut me forcer à vivre dans un pays musulman. C'est juste ça. Tant que les musulmans, attendez, j'appuie sur le bouton. Tant que les musulmans vivaient leur religion, et puis voilà, et puis qu'on pouvait vivre dans notre pays normalement, moi ça m'allait. Aujourd'hui, de voir qu'on m'impose en fait tous les jours. J'essayais de me faire cette réflexion. J'étais sur ma moto là aujourd'hui. J'essayais de me demander si j'arrivais à traverser une rue au cœur de Paris. Je parle du premier, deuxième, troisième. Est-ce que j'étais capable d'être dans une rue et de ne pas voir un seul signe qui me montre que les musulmans sont présents dans la ville? Eh ben, ça a été impossible. Je n'ai pas pu prendre une seule rue sans qu'on m'impose cette religion. Et c'est ça que je trouve insupportable. Après, ce que Guy nous a raconté, moi, ça m'intéresse pas. Donc, je m'en fous que je pas que machin truc a dit ci, machin chose pense que ça, qui a marqué des trucs. C'est ce que là, mon problème à moi, c'est un problème de quotidien. C'est pas un problème de religion. C'est que je vais dans certains coins de Paris. Je suis pas à Paris, je suis dans un pays musulman. Toutes les femmes sont voilées. Dans les bars, il y a que des mecs. Les mecs, ils parlent avec une façon de parler qui n'est pas la langue moi que je connais, etc. C'est insupportable. C'est pour moi, c'est extrêmement dur parce que j'ai l'impression d'être ailleurs que dans le pays dans lequel j'ai envie de vivre. Oui, tu as voté pour ça. Non, mais arrête avec ça, Guy. Arrête un peu le savant là. Tu nous fatigues. Allez-y. Oui, tu as raison. Absolument rien. Donc. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. On s'en fout. On va. Donc c'est ça que je veux dire, moi, Kader. Si les musulmans ne voulaient pas m'imposer leur religion en permanence dans ma journée normale, j'en serais pas là, moi. Je n'ai absolument rien contre l'islam. Je n'y connais rien à l'islam, moi. Rien du tout. Je n'ai pas lu le Coran, je ne le lirai pas. Voilà, moi, je n'en veux pas chez moi. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Je ne veux pas de femmes voilées chez moi. Je ne veux pas de kebab chez moi. Je ne veux pas de tout ça, quoi. Donc, qu'est-ce que tu les musulmans ne veulent pas de toi non plus chez eux, Bruno.
Bon. Et en même temps, justement, mais tu vis ici, Guillaume, toi. Alors, t'es mal placé pour le dire. Je suis désolé. Il y a des Algériens et des Marocains. Ils voulaient pas de vous. Il y a plein de pays musulmans. Il y a qu'une seule France. Ouais, d'accord, mais moi, je me suis pas installé ni au Maroc ni en Algérie, Guillaume. Donc bon, on peut pas me reprocher. On peut pas me reprocher d'être. Tu vois, donc c'est pas de ma faute. Kader n'est pas en France par hasard, en fait. Il est là parce qu'il y a une histoire derrière tout ça. Non, mais moi, mon problème. Attention, Guillaume, de pas tout mélanger, parce que moi, je suis pas du tout en train de dire que l'histoire, qu'il faut effacer l'histoire, etc. Mon problème, c'est simplement que j'ai envie de vivre en France, c'est tout, ça s'arrête là. Je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre que ça, vivre en France. Voilà, aller dans les. De ne pas avoir comme dans certains coins contre l'immigration, oui, Guy, fallait oui, mais tout le monde n'est pas aussi formidable que toi, ne savait pas à 17 ans ce qui allait se passer, etc. Bon ben voilà, toi tu es un type formidable, bravo Guy, t'es vraiment super. T'es vraiment super. Mais non, les musulmans auraient pu rester comme ils étaient, c'est-à-dire moins voyants dans la société, continuer à pratiquer leur religion comme plein d'autres, sans qu'on le sache. Et si je peux rappeler quelque chose que j'avais déjà raconté une première fois, c'était que Pardon. Bon, allez, Pascal, c'est à toi la main. Oui, allez, hop. Oui, je peux rappeler quelque chose que j'avais déjà dit, mais il y a déjà pas mal de temps, que je déjeunais très régulièrement avec Malika, qui était une fille qui travaillait à l'informatique chez nous, qui était une fille intelligente et gradée, et qui avait déménagé avec ses enfants parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de musulmans autour d'elle. Donc ça, pour moi, c'est assez symptomatique aussi une forme d'entrisme nauséabond, je dirais, de certains musulmans qui disent s'appuyer sur le Coran et qui font des exactions et qui font des tas de choses, qui font de la violence et qui s'appuient là-dessus aussi pour maintenant s'attaquer aux Juifs. Moi, je suis désolée. Je connais aussi effectivement des musulmans, et principalement des femmes d'ailleurs, et on peut se poser la question de savoir aussi pourquoi les femmes sont un peu plus lucides sur le sujet. Et ben effectivement, quand ça devient trop, c'est trop. Et là, on en est à un point où c'est trop. Ouais, mais là, tu me sers, excuse-moi, mais quand tu me parles comme ça, Pascal. Je te dis une vérité, hein, Kader. C'est du vécu, oui, c'est rien d'autre. Hein. Non, mais je vais te donner, tu me donnes ton ressenti, c'est honnête. Ouais, je préfère ça. C'est un peu à l'image de ce que dit Maurice. C'est-à-dire que quand je vous écoute, je voulais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous vous aimez? Pardon? Quel rapport? À qui tous les deux, Kader? Par exemple, si j'aime Maurice? Par exemple, est-ce que non. Alors j'aurais rectifié, elle a peut-être mal posé. Maurice, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Moi, ce n'est un secret pour personne, je crois. D'accord. Je crois même qu'il s'aime tellement qu'il fait de la radio, tu vois, c'est pour te dire. Je crois que ce n'est un secret pour personne. Kader, non seulement je m'aime, mais en plus, Kader, non seulement je m'aime, mais en plus je me soigne. Oui. Ouais, alors je vais te dire autre chose. Je vais te demander autre chose. Si tu t'aimes, c'est parce que au fond de toi, dans ton identité propre, il y a plein de choses qui te font t'aimer toi-même. On est d'accord avec ça? T'es d'accord avec ça? Oui, ça paraît logique, ouais. Ok. Pourquoi moi, qui suis musulman, je devrais faire en fonction je fais en fonction déjà des lois, pour commencer, donc je respecte les lois. Mais pourquoi, toi, quand tu vois une musulmane ou un musulman, tu devrais l'empêcher de s'aimer soi-même comme il est? Parce qu'il transforme mon pays et qu'il me fait habiter dans le sien. Dans un pays qu'il a quitté ou dans lequel il n'a pas choisi d'habiter. Mais tu sais, on a déjà eu cette conversation. C'est comme les gens qui vont je prends le Maroc parce que c'est le pays que je connais le plus. C'est comme les gens qui vont au Maroc et qui veulent transformer le Maroc pour qu'il ressemble
pour qu'il ressemble au centre-ville de Paris. Moi, à mon sens, voilà, quand t'es au Maroc, bon, ben voilà, il y a des choses qui se font, d'autres qui se font pas. Si tu veux aller à la plage, eh ben il faut faire comme les gens au Maroc et il faut pas faire comme les gens en France. Tu es chez les Marocains. Moi, ce qui m'embête, parce que la mentalité, la religion, qui est importante dans le pays, fait qu'il y a des choses qui ne se font pas. Ce qui m'embête, c'est que nous, on n'a pas réussi à dire ça aux musulmans. On n'a pas réussi à leur dire, bon, écoutez, vous êtes musulmans, c'est très bien, mais en revanche, on va leur dire maintenant. Ouais, mais c'est un peu tard, je pense. Je pense que dans certains coins de France, c'est trop tard. La question, Maurice, ce serait pourquoi il faudrait leur... Non, attends. Comment il aurait fallu leur dire? Il aurait fallu leur dire, chez nous, les femmes ne sont pas voilées. Si c'était moi, si on m'avait dit, tiens, tu vas aller leur parler... On est bien d'accord, Maurice, Maurice, on est bien d'accord qu'avec ce propos-là, ou une loi, parce qu'on va parler législatif, hein, on va rentrer dans le vrai. C'est-à-dire que, en faisant ça, en adoptant donc des mesures légales, ça implique après des changements profonds en France. Bah oui, Kader. Tu sais, Kader. Bon, alors j'appuie sur le bouton. C'est pas la meilleure période. J'essaie de te parler, Kader. Je sais pas si tu m'entends. Je sais pas si tu m'entends. Mais la Tunisie, par exemple, du temps des monstres là, des Trabelsi & Co. En Tunisie, la Tunisie était un pays musulman, mais les femmes n'avaient pas le droit d'être voilées. Et en fait, le pays, alors bon, avait des travers, hein, parce que c'était des gens qui étaient là pour prendre du pognon, mais un peu comme le roi Mohamed VI aujourd'hui au Maroc. L'idée de ce pays, c'était quand t'allais en Tunisie, les femmes n'étaient pas voilées. Il n'y avait pas de femmes voilées en Tunisie. Pourtant, c'est un pays musulman. Ne parlons pas de la Tunisie, parlons de la France. Ben oui, mais c'est la même chose. Ouais, c'est-à-dire que ça n'empêchait pas. C'est la même chose. Tu peux pas comparer le royaume du Maroc avec la France. Non, Maurice. Ben si, je te parle de les lois du pays du Maroc ne sont pas celles de France. Non, je ne suis pas en train, je ne suis pas Kader en train de comparer les lois. Je suis en train de te dire que le fait d'être musulman n'entraîne pas forcément le fait de le montrer dans la rue. Puisque, en Tunisie, pendant très longtemps, les gens étaient musulmans, mais ils ne le montraient pas dans la rue. Et chez nous aussi, pendant très longtemps, les musulmans ne le montraient pas dans la rue. Il n'y avait pas de loi. C'était d'une logique implacable. Les gens qui étaient musulmans, qui étaient venus s'installer chez nous, ils s'étaient installés chez nous. Donc, ils vivaient comme nous. Point. La seule chose, c'est qu'ils ne mangeaient pas de porc. Sinon, Sinon, Ira, si les musulmans sont pas contents d'être en France, moi je veux parler. Parlons. Si les musulmans ne sont pas contents d'être en France, ils peuvent toujours aller dans un pays musulman. Non, mais moi je suis très content d'être en France, Renaud. Il n'y a pas marqué. J'ai jamais dit que tout le monde ne peut pas content que tu sois en France. Tout le monde ne peut pas content que tu sois en France avec le discours que tu tiens. Kader, il est français, tu as toujours voté pour qu'il soit français. Oui, allez, merci Guy, il nous fatigue avec ça. Il est complètement dérangé. Maurice et Pascal que vous soulevez, c'est qu'effectivement, en vous écoutant Pascal et Maurice, c'est-à-dire que quelque part, et tu l'as déjà dit, hein, toi déjà tu dis oui avant. Mais moi, on va pas rentrer dans le détail. Moi, je vais parler de ce que je connais. Et ce que je connais, la première chose que je connais en tant qu'enfant, c'est mes parents. Donc, ils sont venus en tant qu'immigrés. D'accord? Travailleurs immigrés. Moi, je suis né sur le territoire français. J'ai fait tout le parcours, France, tout, pas de problème. Ah, ça c'est reparti. Eux, non, c'est important d'avoir ça en tête. Ouais, ils avaient l'idée, ils étaient marocains et enfin, ils ont adopté, comme tu dis, ouais, alors oui, avant, ils montraient pas. Effectivement, ils montraient pas. Ben oui. Il faut prendre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que c'est comme toi, t'arrives à Madagascar, tu essayes de pas déranger l'équilibre qui est autour de toi, de ton environnement, puisque t'es un nouveau pour eux. T'es quelqu'un de nouveau. C'est un peu comme le mec qui arrive dans un village, comme Guillaume d'ailleurs, qui arrive dans un nouvel endroit, puis qui a du mal à s'acclimater. Il faudra prendre des mesures qu'il prenait pas auparavant par rapport à là où il habitait, pour essayer de vivre en communauté. Ça a été fait. Maintenant, il y a un moment donné, là, il y a l'identité. Je t'en reviens à la religion. Mes parents sont croyants. Il n'y avait pas de lieu l'identité, c'est la religion, quoi. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y, parce que je comprends pas trop. Tous les musulmans, ils priaient chez eux. Oui. Mais notre religion, et Guillaume, attends, non, mais c'est très, très important ce que je vais dire. C'est très, très important. Dans notre religion,
la prière en groupe, c'est une obligation. Ça veut dire que, en tant que musulman, ma prière, si je peux pas, c'est un endroit où je peux la faire, si on a un endroit où on peut la faire, je dois m'y rendre. Ah oui, c'est pas je fais ma prière. Peut-être qu'on s'en fout, putain. Mais Kader, moi j'aime bien ta démonstration. Et justement, donc nous, on n'aurait jamais dû permettre la prière groupée. On aurait jamais dû permettre la permission de la prière groupée a fait qu'aujourd'hui on est dépassé et qu'on est dans certains coins dans un pays musulman. En revanche, on sait, Kader, que la grande partie des pays musulmans d'aujourd'hui qui fonctionnent comme ça ne marchent pas. Ça ne marche pas, les pays musulmans, avec les femmes voilées, les mecs qui font, etc. Note pourquoi est-ce que une grande partie des gens qui sont musulmans reviennent chez nous, et prenons l'exemple du copain Guillaume, qui est le meilleur exemple de ça. Guillaume, qui est avec nous, il a pris ses affaires, il est allé, on se souvient de avant qu'il s'en aille, il est allé vivre en Indonésie parce qu'il pouvait y vivre sa religion, etc. C'était mieux, j'appuie sur le bouton. Pour que tout le monde puisse comprendre, parce que même ceux qui ne savent pas, pour qu'ils puissent comprendre ce dont on parle. Guillaume, donc, qui est ici présent, il avait 25 ou 26 ans, je me souviens plus. Il a pris ses affaires, comme il était converti, il est allé vivre en Indonésie, parce que son épouse est originaire de l'endroit, qui est le pays musulman le plus important de la planète. Il est allé là-bas, il nous a dit voilà, moi je vais là-bas, avec mes encouragements d'ailleurs, parce que je veux vivre ma religion dans un pays musulman sans frein. Il y est allé. Une fois qu'il a été là-bas, il s'est rendu compte que la société proposée par les musulmans, dans ce pays qui est le plus grand pays musulman du monde, il s'est rendu compte que la vie, ça fonctionnait pas, quoi. Ça marchait pas. Et il s'est dit, mon enfant, il a eu un gosse, il s'est dit, mon enfant ne peut pas grandir dans cette société-là. Ça ne marche pas. Alors, un peu la mort dans l'âme, il est revenu en France, il est rentré en France parce que, en France, le système fonctionne. On sait très bien que ce que proposent les pays musulmans ne fonctionne pas, et la plupart des gens, et on en a plein, des gens qui sont des gens originaires de l'Algérie, ils se baladent avec les drapeaux dans nos rues, ils font tout le machin, tout le cirque, machin truc, l'Algérie, mais ils vont pas vivre en Algérie, parce qu'ils savent très bien que l'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique, c'est un pays qui est riche, mais qui marche pas, ça ne marche pas. Donc moi, je n'ai pas envie de ça dans mon pays. Trop tard. C'est une façon d'expliquer le parcours de... Parce que j'étais en train de parler. Oui, pardon, oui, c'est intervenu, ce qui me dérange pas forcément. Mais je voudrais quand même te signaler quelque chose, parce que tout à l'heure tu signalais l'Iran où à te croire, on dirait que les Juifs vivent comme des nababs à 30 000. Mais est-ce que tu penses que les femmes là-bas en Iran qui sont effectivement de confession juive, elles peuvent sortir autrement qu'avec la panoplie Belphégor que leur impose l'État, bref, t'as compris. Tu penses que c'est possible, ça ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. T'es sérieux ? T'es sérieux ? La mauvaise foi. C'est une mauvaise foi absolue quand même, mec. Non mais, je parle pas. Tu sais très bien que c'est pas possible. Pascal. Moi, je sais pas. Moi, je fais quand il y a quelque chose que je connais, je le dis. Quand je connais pas, je ferme ma gueule. Mais il y a un truc que je sais, par contre. Oui, ça coupe. Entre l'image, et je dis pas que l'Iran est un super pays, attention. Pascal. Je peux pas couper le micro. J'espère, parce que là, ça serait grave, hein. Ah bon, d'accord, ok. Et par contre, j'aime bien, regarder un peu, il y a des vidéos où tu peux voir les gens dans leur quotidien. Des mecs qui se baladent dans les rues de Téhéran, et tu peux observer la vie. Et je trouve que, contrairement à ce que nous renvoie... Ils sont torse nu ? Ils sont en short ? Et est-ce que les femmes qui les entourent peuvent être autrement habillées qu'avec le truc? Mais non, mais Kader, la démonstration sur la liberté des gens en Iran ne fonctionnera pas. Tu sais qu'ils ont pendu un mec 2 fois là, un jeune là, ils l'ont pendu une première fois, puis finalement les gens, les parents de la victime lui ont pardonné, donc il était en train de suffoquer, ils lui ont enlevé la corde du cou, ils l'ont ranimé, et puis finalement ils l'ont pendu aujourd'hui là. Il l'avait ranimé en septembre. Bon, c'est une société qui marche pas. Mais Kader, même toi, regarde, tu as
je finis ma phrase. J'appuie sur le bouton pour finir ma phrase, Monsieur Kader. Donc vous êtes prévenu. Ça va pas être long. 30 000 juifs qui vivent bien. Ça ne va pas être long, Kader. Je te dis juste le truc. Regarde-toi. Toi, tu as une partie de ta famille qui est au Maroc, d'après ce que tu nous as dit. Tu parles l'arabe. Tu es musulman. Tu es marocain et tu suis ce que dit le maître à penser le roi du Maroc, mais tu ne veux pas y vivre. Tu n'y vis pas. Parce que c'est très bien, l'islam c'est formidable, mais c'est formidable en France. C'est pas formidable au Maroc. Ce serait simple pour toi. Moi, ça serait plus difficile pour moi d'aller vivre au Maroc que toi. Toi, tu t'installes, t'as de la famille. Je pense que ça doit être plus facile de trouver un logement, du boulot, etc. Mais tu ne le fais pas, comme la plupart des musulmans qui sont en France. Surtout Kader nous disait qu'il était d'abord marocain et ensuite français. Parce que le Maroc ne fonctionne pas, Kader. C'est pour ça que tu n'y es pas et que les Marocains que beaucoup de Marocains sont partout sur la planète et pas en France. Et pas au Maroc. Je suis d'abord, tu vois, regarde Maurice, il y a un truc si tu veux qu'on ouais, c'est vrai. Une vraie conversation toi et moi. D'abord, je suis français. Non mais peu importe. Tu as la possibilité. Tu as la possibilité. Tu as envie de vivre selon les règles de l'islam. Et toute ma vie ici, Maurice. Oui, d'accord, mais tu as quand même envie de vivre selon les règles de l'islam. Eh ben oui. Eh ben l'islam, le pays de l'islam, c'est le Maroc pour toi. Mais tu ne veux pas y vivre. Non mais attends, Kader, moi je te comprends parce que c'est ce que font quasiment tous les musulmans qui sont chez nous. Vous voulez être musulman, vous voulez les règles de l'islam, mais vous ne voulez pas aller vivre dans les pays de l'islam. Vous voulez vivre en France. Pourquoi vous voulez vivre en France? Vous voulez vivre en France parce que le système qui a été monté en France, l'organisation de la société française est beaucoup plus agréable en fait que la société du Maroc. La société du Maroc avec le souverain du Maroc qui a transformé, c'est un sujet un article que je vous recommande, qui a transformé ses sujets en clients, qui n'arrête pas d'acheter toutes les entreprises du Maroc pour faire payer les Marocains pour que lui puisse continuer à s'enrichir. C'est une société qui ne fonctionne pas. Ça serait très simple d'aller vivre dans les pays musulmans. Et on a avec nous quelqu'un qui a fait l'effort, c'est le seul, c'est Guillaume qui lui a été à la hauteur de son propos. Lui, il est allé vivre, voir ce que c'est, il n'est pas allé en vacances, il est allé vivre en Indonésie. Donc, mais je le dirai après, mais je pense qu'avec Kader, on est très très similaires. Je pense que tu sous-estimes l'enfance, c'est-à-dire que être né dans un territoire, avoir grandi avec les dessins animés du territoire, été avec tout à fait, mais bien sûr. Ça on dira ça au pied noir. Mais bien sûr. Ça te rend ta vie totalement en fait. Mais bien sûr. Tu es matrixé par. Mais bien sûr, et être dans une société dans laquelle il y a des trottoirs pour marcher, une société dans laquelle quand il pleut souvent l'eau s'en va, une société dans laquelle les docteurs te reçoivent, que tu sois une gonzesse, un mec, un enfant ou un je sais pas quoi. Oui, bien sûr que ça change les choses. Une société dans laquelle on construit des HLM avec des gens qui viennent d'autres pays, dans les pays dans lesquels on ne s'occupe pas d'eux, parce que je rappelle quand même que si le papa de comment il s'appelle, de Kader est venu chez nous, c'est parce que à un moment la société française l'État français avait décidé de construire des logements pour les gens qui étaient pauvres en France, et donc ils sont allés chercher des ouvriers qui étaient eux dans des pays dans lesquels on ne s'occupait pas des pauvres. On ne faisait rien pour eux, rien du tout, et c'est pour ça que son papa est venu travailler chez nous. Parce que cette société qui est une société qui est très bien, qui est faite d'habits, de machins, de je sais pas quoi et de rites, cette société, elle ne s'occupe pas des habitants. C'est ce qui se passe dans la plupart des pays musulmans. Non, Maurice, c'est un raccourci. Moi, j'ai un non, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas un raccourci, Kader. Tu es un musulman. Tu es un musulman qui vit en France parce que la France est mieux organisée, parce que la France t'offre plus de choses que le Maroc, qui est un pays qui est en panne, qui est un pays qui ne marche pas, et dont le roi du Maroc, pendant que ses sujets sont en train de dire, moi je suis marocain, ils sont en Italie, en Espagne, en Amérique ou en France, pendant que ces gens-là sont en train de
de dire ça. Lui, il prend l'argent de ceux qui sont restés au Maroc et il achète des palais en France. Il fait des fêtes. Il vit comme si son pays fonctionnait extrêmement bien. Donc je comprends que tu n'aies pas envie d'y vivre. Non, mais moi, je peux raconter quelque chose, Maurice, d'une expérience que j'ai au Maroc, parce que j'y suis allé au Maroc. Moi, j'y suis allé très souvent. Je vais même vous raconter l'histoire depuis le début. J'étais à un salon et mon fils a joué à une loterie et mon fils m'a gagné un voyage au Maroc pendant 8 jours. Et il se trouve que bon, c'était certainement des voyages difficiles à caser, donc c'était pendant le Ramadan. Moi, ce que j'en ai vu là-bas, c'est un pauvre gars qui était littéralement assoiffé, qui avait l'air malade sur lui, et j'ai vu je ne sais combien de mecs lui tomber dessus parce qu'il essayait de manger une orange. Et ça m'a terrifié, tu vois. Et franchement, moi je l'ai traversé. Les musulmans n'aient pas forcément envie tous d'aller vivre là-bas sous des régimes comme ça, parce que moi j'ai trouvé ça absolument abominable qu'un pauvre gars qui vraiment physiquement. C'est pas l'image principale du Maroc. Chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Le Maroc, c'est un très beau pays dans lequel j'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup roulé, beaucoup circulé, j'ai beaucoup séjourné au Maroc. C'est un très très beau pays, mais qui est un pays qui ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Marocains se disent qu'ils sont Marocains, mais ils ne vivent pas dans ce pays parce qu'ils marchent pas. Non. Oui. Maurice, tu vois, là, tu me mets en colère. Ah oui, je t'écoute. Alors j'écoute ta colère. Moi, il me tarde que tu me dises pourquoi tu n'y es pas. Parce que tu parles, tu vois, mon histoire, tu l'appropries selon des poncifs, des choses. Il n'y a pas de poncifs dans ce que je te dis, alors moi, Kader. Je le prends comme ça. D'accord, mais ce ne sont pas des poncifs. En fait, c'est pas ça un poncif. Oui, mais c'est-à-dire que moi, je dis, effectivement, Maurice a quitté la France, il habite au Maroc. Ouais, je veux dire, un autre pays, au Niger. Parce que finalement dans son pays, il y avait pas ci, il y avait pas ça. Il est musulman, il est devenu musulman ici. Il faut qu'on le dégage, mais il peut pas retourner dans son pays en fait. Il peut pas retourner dans son pays parce que dans son pays, la France, ça marche moins bien parce qu'en France, il y a ci, il y a ça. Alors que tu as une histoire, tu es né au Niger, tu as grandi au Niger, tu t'es fait tout un tissu de connaissances, tu as grandi, tu t'es immergé dans. Et alors, dedans. Et alors, ça ne t'empêche pas, de quitter. Ça ne t'empêche. Bien sûr que ça t'empêche pas de quitter ton pays. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'est le cas de Guillaume. Guillaume, s'il est revenu d'Indonésie, Guillaume est revenu. Excuse-moi. Et Guillaume n'a pas supporté d'être un laisse-moi parler de Guillaume. d'islam. Guillaume, il est là, il peut répondre, il peut dire non. Mais non, mais Guillaume oublie ce qu'il nous a dit. Ce qui nous a dit, c'est pas du tout que ses camarades d'école lui manquaient, puisque de toute façon, son épouse ne voulait pas qu'il ait de relations avec les femmes en France, donc il ne pouvait pas, lorsqu'il est revenu en France, il ne pouvait pas avoir de relations avec ses copines, etc. Il ne nous a jamais raconté que c'était son enfance qui lui manquait. Guillaume est revenu d'Indonésie parce que c'était un pays dans lequel ça ne marchait pas, et on pourrait très bien ressortir les enregistrements puisqu'on les a, des émissions de son retour en France où il nous a expliqué, c'est vrai que d'être dans un pays dans lequel il y a la sécurité sociale, etc., d'avoir son allocation d'adulte handicapé, qui est un truc qui n'existe pas du tout dans le pays dans lequel il était, etc., que tout ça participait à que c'était son confort et que c'était ça qui avait fait qu'il avait pris la décision de forcer son épouse à se déraciner pour venir s'installer en France. Il vient de nous dire, Guillaume, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Que son épouse, qui la dernière fois qu'il a appelé il y a 4 mois, qui avait envie de revenir en Indonésie parce qu'il y avait sa famille, etc., il vient de nous dire, maintenant sa femme, elle a les moyens d'aller s'acheter des trucs, des machins, des trucs, elle a des amis, et elle a envie de rester en France parce que le pays fonctionne. Mais le choix, là, je t'en parle pas de sa femme. Lui, il a vécu on parle de sa femme. Il a vécu toute sa vie. Pourquoi on parle pas de sa femme? Ce n'est pas la raison pour laquelle Guillaume est revenu. Ce n'est pas, là tu vas inventer quelque chose pour essayer de faire rentrer ton raisonnement quelque part, mais ça ne correspond pas à ce que Guillaume nous a raconté. Il n'est jamais rentré parce que ses amis lui manquaient. Il est Guillaume et moi qui ai vécu à l'étranger pendant 10 ans, je peux t'en parler, je sais ce que c'est. Toi, tu ne sais pas ce que c'est de quitter ton pays d'origine pour aller vivre ailleurs. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai fait pendant 10 ans. Si je l'ai fait, c'est pas, et si je suis rentré, c'est pas parce que mes amis me manquaient, je sais pas quoi, c'est des conneries, ça sont des âneries. Tes amis, si t'as envie de les voir, tu prends un billet d'avion, tu vas les voir. De toute façon, tes amis, tu peux pas passer tes journées avec eux, donc ça ne veut rien dire. À des amis.
Ne fais pas ça non plus. J'ai tout un parcours et ce parcours-là, il m'accompagne encore aujourd'hui. Donc c'est difficile de s'en détacher. Tant bien même. Mais arrête, Kader, de dire des conneries. Il y a des gens qui écoutent cette émission, qui vivent partout sur la planète. On avait Nasser tout à l'heure, qui est, je crois, marocain, qui vit à New York depuis, ça fait au moins 20 ans, qui vient régulièrement sur notre chat pour discuter. Il y a plein de gens, il y a plein de Français qui vivent partout sur la planète, parce que bon, on peut très bien quitter le pays dans lequel on a grandi, on a ces trucs pour aller vivre ailleurs. Je suis désolé, aujourd'hui, vous nous avez imposé l'islam, cette façon de vivre dans notre pays, qui est un pays qui fonctionne. Il y avait des possibilités, c'était d'aller vivre dans un pays de l'islam. Mais tu n'y vas pas parce que ça ne fonctionne pas et je te comprends. Non, c'est pas ça. Je te comprends. Tu as même oublié, Kader, une chose, c'est qu'il y a quelques années, tu nous as même dit que tu hésitais à aller t'installer au Maroc. Ah bah oui, quand je vois comment vous étiez véhément, violent, ouais. Bah oui, donc tu vois bien. Et finalement, c'est pas fini, hein. Et finalement, tu ne l'as pas fait. Kader, il va falloir que tu t'y fasses, hein. Bah écoute, on s'y fera. Mais comme je te dis encore, moi j'ai rien contre les gens qui sont pas musulmans. Par contre, je veux te dire aussi quelque chose. Parce que là, tu rentres dans la violence. Moi, si on vient... moi, j'ai pas de violence. Pourquoi tu dis... Pourquoi tu essayer d'attenter à... On parle de notre opposition à l'islam. Non, mais moi je parle... que la France devienne musulmane. Écoute-moi, parce que tu fais des menaces déguisées, je te dis juste un truc. Mais elle est musulmane, Renaud, c'est terminé pour toi. Si jamais d'aventure, il arrive ce que toi tu souhaites, c'est-à-dire un conflit direct avec la communauté musulmane, je me laisserai pas faire. Bah moi je ne le souhaite pas, mais je pense que les musulmans, ceux qui veulent vivre l'islam, je ne comprends pas pourquoi ils restent dans un pays qui n'est pas un pays de l'islam, c'est tout. Je comprends pas le truc. En attendant, on va avoir une palanquée de flics qui ont sécurisé les Jeux Olympiques, qui vont sécuriser un match de foot, et on se demande pourquoi et par qui. Donc il faut quand même se rendre compte des évidences. Donc nous non plus, ce ne sera pas faire. Je vous le dis quand même. Je vous le répète encore. Oui, je dis l'Algérie était un département français aussi. Je le dis encore une fois, Pascal. J'aime ce pays et j'aime les gens qui y vivent. Mais maintenant, si on veut me tuer, je me laisserai pas faire. Mais personne ne veut te tuer, Kader. Écoute, vendredi soir, on a entendu beaucoup de choses. Non, on n'a pas entendu de menaces de mort, Kader, non. Là, non, je suis armé, je vais, non. Ouais, mais non, mais il ne pas... Il réagit en disant, arrêtez de jouer des épaules, vous allez rien faire. Oui, parce qu'on sait très bien que c'est vrai. Mais personne ne t'a menacé personnellement, Kader. Écoute, moi, c'est une bonne question. Toi, pour moi, c'est une remarque qui te tombe à propos. Parce que moi, j'ai pas ce ressenti-là, moi. Je sais pas ce que tu penses, toi, Guillaume, mais moi, j'ai pas la pression. Je te le dis comme ça. Pourquoi t'as peur, Kader? T'as pas peur des islamistes, Kader? Parce que c'est les islamistes qui... Attendez, vous avez demandé à Guillaume de dire quelque chose, laissez-le parler, là, parce qu'il y a son gosse qui dort, donc il parle pas fort. Allez-y, Guillaume. Non, moi, je voulais simplement dire à Kader que je souscris à 100% à tout ce qu'il dit, et donc c'est pas la peine de prendre en témoin. Je suis en phase avec tout ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Donc, c'est bien. Parce que le fait de dire oui, personne vous menace, mais d'entendre tout ça en permanence, il n'y a pas beaucoup. Moi, je vous dis franchement, Renaud, Maurice, je te le dis direct, franchement, on en prend plein la gueule. Si ça va être des écoute, c'est pas vrai ce que tu dis, Kader, c'est pas vrai. Tu n'as pas peur des islamistes. C'est faux, c'est complètement faux, Kader. C'est nous qui en prenons plein la gueule, Kader. C'est nous qui en prenons plein la gueule, Kader. Vous nous crachez. C'est nous qui en prenons plein la gueule, Kader. Quand on vient parler avec vous, je suis un frérie, un terroriste. Bon, par contre, vous parlez tous en même temps. Vous parlez tous en même temps, donc on n'entend aucun d'entre vous. On ne sait pas du tout ce que vous êtes en train de raconter puisque vous parlez en même temps. Donc ça ne marche pas. Je sais pas si vous m'entendez. Ça ne marche. On comprend rien en fait. Donc allez, on va laisser Pascal parler. Kader, t'as dit ce que tu voulais dire. On va écouter un peu Pascal et ensuite Gwenolé qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, et puis Guillaume et puis à nouveau les autres. Allez-y, allez-y Pascal. Ce que j'essayais de dire en fait, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Kader dit avoir peur de nous.
Alors je suppose que le nous, ça englobe tous ceux qui sont pas musulmans, alors que je pense qu'il devrait avoir peur des islamistes, il devrait avoir peur des fréristes, il devrait avoir peur de tous ceux qui font de l'entrisme et qui nous posent des problèmes, qui font que, ce que je disais à l'instant, qu'on va avoir un stade de France encerclé de policiers parce qu'il y a une trouille bleue, parce qu'il va y avoir éventuellement des échauffourées, des choses graves qui peuvent se passer comme à Amsterdam, ou comme on a eu pendant les JO, parce qu'on avait la Sainte Trouille, qui se passe un événement dramatique. Moi, je pense que c'est de ces gens-là que tu devrais avoir peur. C'est eux qui posent le problème dramatiquement. C'est eux qui veulent tuer les gens. C'est eux qui étaient là au Bataclan. Pascal, c'est eux qui étaient là pour Charlie. Mais donc, pourquoi tu ne réagis pas mais ces gens-là? J'ai réagi le jour où il y a eu les attentats. Le 13 novembre, j'étais présent à l'antenne. J'ai réagi en direct. Tu peux pas me faire ce procès-là. Et je vais te dire un autre truc. Je te fais pas un procès, je te parle d'aujourd'hui parce que tu me reproches. C'est à moi que tu fais le reproche, là. Pascal, s'il te plaît, j'ai pas envie qu'on se dispute. Je te le dis calmement. Ce dont tu décris l'activité terroriste, moi aussi j'en ai peur. J'en ai peur. Mais je vais te dire un autre truc, ce que j'ai encore plus peur. Enfin, plus, c'est pas le mot. Ce que j'ai peur, c'est que à force de vous mettre l'attention sur ces gens-là, vous en preniez aux autres, à nous. Enfin, quand on tue des milliers de personnes, on peut pas prêter de l'attention. À quel moment on en prête de l'attention? Pascal, est-ce que tu as l'impression, j'ai l'impression que quand tu parles à un représentant de ces gens-là, de la terreur. Parce que souvent, tu prends cette posture, tu les défends systématiquement, tu minimises des événements graves. Donc, je suis bien obligé de t'assimiler. Mais si, Kader, tu n'arrêtes pas de minimiser. Tu dis qu'il y a, par exemple, il n'y a jamais eu de pogrom. Tu dis qu'il n'y a jamais eu de pogrom à Amsterdam. Tu dis qu'il n'y a jamais eu de pogrom dans l'Espagne musulmane. Tu dis qu'il n'y a jamais eu de pogrom au Maghreb. Pascal, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Kader? Tu es dans une contre-vérité absolue. Est-ce que je peux répondre à Pascal? C'est possible, je me parle, donc je vais lui répondre. Pascal, vous voulez des millions de musulmans et après vous pleurnichez. Quand tu me dis, Pascal, que oui, je réagis et que tu as l'impression que je sous-estime, c'est pas ça. Ça devient schizophrénique, votre truc. Ça devient vraiment schizophrénique. Oui, ils ont c'est-à-dire que, à force de nous renvoyer, voilà ce qui s'est passé. Excuse-moi, Guy, je t'ai pas interrompu tout à l'heure, alors laisse-moi terminer avec Pascal. Laisse-moi terminer, ouais, c'est bon. Mais moi, je pleurniche pas, Guy, je t'ai déjà dit, hein. Il y a quelque chose que je combats parce que je suis contre. C'est totalement différent. C'est honteux, vous êtes lamentable. J'ai honte. Bah alors, écoute, très bien, raccroche, Guy, alors, si t'as honte. C'est pour dire ça. Allez, arrête. Vous les avez, ces gens, ils sont là. Allez, arrête, Guy, arrête, ça marchera pas. Allez, Pascal, vas-y, et après, on va écouter Guénolé. Non, mais je ne comprends pas pourquoi, en fait, Kader, tu t'insurges sur la posture qu'on a vis-à-vis de toi. Parce que si effectivement tu avais un discours construit et qu'on te sentait vraiment français et qu'on te sentait vraiment investi et que tu aurais peur des bonnes personnes, tu serais pas à nous dire j'ai peur qu'on vienne me tuer parce que moi ça n'arrivera pas, je viendrai pas te tuer. Pascal, juste, excuse-moi, c'est pas ça du tout le sujet en fait. Pascal, qui es-tu pour dire on te sent pas français? Pourquoi tu te permets de le juger? T'as pas le droit de dire ça? On te sent pas français? Mais parce que je l'écoute, Kader, ça fait un moment que je l'écoute quand même, je sais ce qu'il dit, hein. C'est ça le problème. Moi, je parle en tant que française et je parle en tant que non musulmane, en plus et comme femme. Tu vois, j'ai une triple casquette et j'estime qu'avec cette triple casquette, je peux dire quelque chose. Il a dit lui-même à l'antenne qu'il se sentait plus marocain que français. Il n'y a aucune différence. Tout est fait à l'aune de la religion et de ce qu'on doit vivre par rapport à la religion. Et ben moi, je suis désolé, c'est non. Kader a dit qu'il était plus marocain que voilà, de toute façon, la conversation ne porte pas sur le, je sais pas quoi, français ou pas français. On est en train de parler de l'islam, donc on parle d'islam. C'est ce que vient de dire Pascal, Maurice, vient de dire que Kader pense toujours par rapport à la religion. Mais c'est ça l'islam, Pascal. C'est ça l'islam. C'est le principe. Je ne découvre rien, Guy, mais simplement je réponds à Kader là-dessus. Pourquoi t'as toujours voté pour que ces gens arrivent? J'en sais rien de mes votes, Guy, alors arrête, ça suffit. Je vais pas me culpabiliser parce que tu penses quel relou celui-là. Bon allez, on va écouter Guénolé à Nantes, je vous prie. Allez-y, Guénolé. T'es pas obligé de poursuivre cette conversation, hein. Petite respiration, tu peux pas, ouais. Non, mais je vais faire une petite conclusion personnelle. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai vécu aussi à l'étranger pendant quelques années. Donc, j'ai été dans des pays musulmans, etc. Et pas que. Et une chose est sûre, c'est que c'est à l'étranger de s'adapter dans le pays dans lequel il va. Mais ils sont pas étrangers, ils sont français maintenant.
Non, mais je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis étranger, c'est-à-dire que, écoute-moi jusqu'au bout. Quand je dis étranger, ça veut dire, pays de naissance, mais ça veut aussi dire amener une religion qui est autre que celle du pays dans lequel on va. C'est pareil, parce que la France, en fait, je vais parler, faut me laisser parler. La France a une identité. La France a une culture. La France a une histoire. C'est de l'antisémitisme. Il faut me laisser parler. La France a une histoire. D'accord. Sois raisonnable, Guy, sois raisonnable. Sois raisonnable, Guy. C'est ça qu'on nous sortait en 82. Quel t'es un fasciste, toi. Oui, mais Guy, sois raisonnable. Laisse parler Guénolé. Il est resté calme. Il a rien dit depuis tout à l'heure. J'ai rien dit de spécial encore. J'ai encore rien dit de particulier, mais bon. Tu diras après, Guy, tu nous le dis. Si tu veux. Mais laisse-moi parler. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la France, en fait, a une identité qu'il faut qu'on préserve. Voilà, tout simplement. Comme tous les pays dans le monde, chaque pays a son identité, son histoire, et tu votes quoi? Qu'est-ce que tu votes? Qu'est-ce que tu votes, Guénolé? Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi parler. Allez, laisse-le parler. Je suis apolitique, je l'ai déjà dit. Je suis apolitique. Est-ce que tu votes? Non, je suis apolitique, je te l'ai dit. Donc, je suis apolitique, c'est clair. Cette histoire d'identité, t'as une identité? Guy, tu pourrais lui laisser finir sa phrase, ça serait peut-être intéressant que ton radotage permanent, hein. J'ai envie de finir. Après, tu pourras parler si tu veux. Fini. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la religion musulmane, c'est à elle de s'adapter. C'est-à-dire que moi, le musulman du quotidien, le juif du quotidien, parce que à la base, on parle de conviction personnelle, donc on n'est même pas censé le savoir. Que tu sois juif, musulman, chrétien, normalement, je veux dire, on se croise dans la rue, bah, j'en sais rien, quoi, et peu importe. Je suis désolé, Guénolé, mais si tu vas dans ta théorie, hein, si je vais dans ta théorie, la France est un pays catholique dont tout le monde devrait montrer sa foi catholique. Mais tout à fait. La France, c'est un pays laïque, Kader. Grâce à la gauche. C'est un pays d'origine. Il faut arrêter aussi l'histoire des religions parce qu'il y a quand même une majorité de gens athées. Hein. Ouais. Et en plus, il y a un historique judéo-chrétien quand même en France. Il y a un historique judéo-chrétien, voilà. Pas judéo-chrétien, tout court, pas besoin de judéo. Voilà. D'accord. Et donc, ce que moi je veux dire en fait, c'est que oui. Donc si être musulman en France aujourd'hui, c'est vouloir islamiser la culture française. Ça va poser un problème. Il est peut-être déjà trop tard. Il est peut-être déjà trop tard. Mais bien sûr que c'est trop tard. Tu disais, Guy, je vais peut-être te rejoindre là-dessus. Il est peut-être déjà trop tard, j'en sais rien. Au Royaume-Uni, j'en ai parlé avec des potes qui habitent là-bas. A priori, c'est déjà le cas. C'est déjà trop tard. En Belgique, apparemment, c'est très mal parti. En France, on est en train de prendre le pas. Donc, c'est normal que les Français réagissent. Et disent stop, ça va trop loin. Je parle pas de Kader forcément qui est peut-être le musulman du quotidien qui pose pas de soucis, qui est intégré à la société française, parce que le musulman qui est intégré à la société française, qui accepte que la France ait sa culture, son fonctionnement et que lui il s'adapte. En fait, il n'est pas musulman. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, ces gens-là, ils ne posent pas de soucis. Mais ceux qui veulent islamiser, là, ceux qui veulent, à un moment donné, que la France, ça devienne autre chose, que ça devienne un pays musulman, là, ça va poser un problème. Et ça va poser un problème à pratiquement tous les Français, ce qui est logique, ce qui est normal. Ouais, mais bon, là, on n'est pas en train d'annoncer l'apocalypse. C'est des conversations, chacun a sa position, sa posture. Après, ceux qui savent ce qui va se passer, bon, moi, j'ai pas très envie de les écouter. Moi, je donne mon point de vue, mais c'est une question de logique. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'étranger, mais je me suis jamais permis d'imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire, soit je m'adapte. Parce que tu étais un étranger. Tu es Guénolé. Soit je me casse. Soit je me casse. Soit je m'en vais. Guénolé. Oui. Dans ton quotidien, est-ce que tu peux être honnête? Je veux que tu sois honnête. Est-ce que oui. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que quelqu'un est venu te voir en te demandant d'être musulman? Non, jamais.
Non. Quelqu'un m'a demandé d'être musulman. Non, mais par contre, en revanche, Kader, dans son quotidien, il y a des moments où il peut avoir, je connais pas le Nantes, je connais pas très bien. On y a fait une émission en direct, je crois, il y a quelques années, puis autrement j'ai dû y aller 2 fois. Mais peut-être que dans son quotidien, à certains moments, il a l'impression d'être dans un pays musulman. C'est ça, en fait, notre problème. Enfin, moi, en tout cas, le mien, c'est pas l'islam, mon problème. Moi, je rejoins ce que t'as dit, Maurice, tout à l'heure. C'est ça. C'est, en fait, cette islamisation qu'on doit pas accepter, en fait, c'est tout. Et je parle pas de toi, forcément, Kader. Kader, je parle pas forcément de toi. Je parle pas des musulmans du quotidien. Voilà, je parle pas des musulmans du quotidien. Les musulmans du quotidien, je sais pas. Il y a les musulmans du dimanche aussi. Je sais pas ce que ça veut dire tout ça. Bon, allez. Ce que je veux dire, c'est que Maurice, c'est toi. Non, mais c'est ceux qui sont intégrés. Ça veut dire ceux qui sont intégrés dans le pays dans lequel ils vivent. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui sont intégrés dans le pays dans lequel ils vivent. Mais je suis né, Guénolé. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit sur toi, Kader? Est-ce que j'ai dit quelque chose de négatif sur toi? J'ai dit que tu faisais sans doute partie de ces gens-là. Oui, d'accord, Kader. Tu es né dans le pays, mais le fait que que dans ta famille les femmes soient voilées, ça ne correspond pas à la culture de notre pays. En fait, moi je veux bien. C'est vrai que tu es. Je pense que si. Ben non, mais justement, c'est là que tu te trompes en fait, parce que traditionnellement, en France, les femmes ne sont pas voilées. Et moi, ce qui me dérange en plus, et tu le sais, bon, on s'est déjà écharpé là-dessus. Moi, ce qui me dérange dans le voile, c'est pas seulement le fait qu'on voit pas les cheveux de la fille, mais c'est le message qui va avec. Mais si les Français le souhaitent pas. Si les Français ne le souhaitent pas, si à un moment donné c'est contraire, c'est contraire à leur culture. Mais en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Guénolé, oui, quand vous me dites oui, la France, c'est pas le pays où les femmes sont voilées, il y a rien qui est marqué là-dessus. Non, mais c'est vrai pourtant. Culturellement, c'est justement là que ça marche, que ça ne marche pas. C'est parce qu'on a voulu être le pays de la liberté où chacun faisait tout ce qui lui passe par la tête, etc. Pouvait importer une petite partie de son pays pour transformer une partie de chez nous. C'est pour ça qu'on en est là. Contrairement à ce que les gens comme toi pensent. En fait, dans la tradition française, les femmes ne sont pas voilées, et quand elles ont un voile sur la tête, on appelle ça un fichu, et souvent c'était plutôt un truc des années, soit c'était les mamies dans la campagne qui se mettaient un truc sur la tête, soit c'était les filles qui roulaient en cabriolet, mais ce n'est pas un message. Lorsque les filles mettent un fichu sur leur tête en France, enfin lorsqu'elles le mettaient donc avant, ce n'était pas parce que leurs cheveux étaient des poils pubiens. Elles pouvaient exciter les garçons ou je sais pas quoi. Elles le mettaient parce que leurs cheveux volaient au vent quand elles étaient dans un cabriolet. N'importe quoi, Kader. Hein. Il n'y avait pas de on dirait que la France existe depuis 60 ans avec vous. Alors j'entends Maurice avec le cabriolet, le foulard. Quelle dialectique misérable, sans rire. Quelle dialectique misérable. Mais non, c'est la nouvelle France que toi tu appelles de tes voeux qui existe depuis 60 ans, Kader. Oui, parce que quand j'entends Maurice dire oui, la France c'était les femmes avec des lunettes, le truc, la cabriolet, mais ça c'est des trucs de film, ça. Les années 1800, pas du tout. Mais non, ce sont pas des choses de film, Kader. Ce ne sont pas des scènes de film, Kader. Pour toi, ce sont des scènes de film. Moi, je veux bien l'entendre, mais en fait, ce ne sont pas des scènes de film. Traditionnellement, en France, les femmes ne sont pas voilées. Tu peux le tourner en tous les sens. En tout cas, moi, mes ancêtres à moi, pardonne-moi, mes ancêtres n'étaient pas voilés. Je te le dis. C'est faux. Notre pays, notre civilisation. Il parle un français, le gars. Oui. Là, il dit notre pays, notre civilisation. Il parle un français comme lui. Parce que Kader, oui, mais il parle à un français qui n'a pas la même culture. Depuis la nuit des temps, c'est faux. C'est complètement faux. Les seules femmes qui se voilaient, c'était les paysannes pour se protéger du soleil avant. Arrête de dire ça. Sûr. Mais si, c'est vrai, Guillaume. C'est pas une plaisanterie, c'est sérieux. C'est vrai. Chez nous, les femmes ne se cachent pas les cheveux parce que les hommes ne doivent pas les voir, sauf leur mari. Ça n'a jamais existé dans notre culture. C'est pour ça que ça pose un problème aujourd'hui.
Et c'est le message religieux que l'on voit dans la rue. C'est un message qui est vachement dur. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas un discours religieux, c'est un discours sexiste. Il faut arrêter de tromper les gens sur ce problème. C'est un problème sexiste. Et partout, c'est la même chose. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est à chaque fois un problème sexiste. C'est ce que je dis, Pascal. C'est un message. C'est un message. Les femmes n'étaient pas voilées. Bon, très bien. Allez-y, on va écouter Guillaume d'Angers un peu. Bon. Après, on a déjà eu cette discussion des milliards de fois, mais c'est toujours marrant de la mais c'est bien qu'on l'ait. Moi, je trouve ça bien. Il faut pas insulter Kader et Guillaume. Je pense que c'est bien qu'on se dise des trucs, quoi. Mais bon, faut pas injurier les gens qui sont. Parce que de toute façon, ils sont là. Ça reste le seul endroit où on peut avoir ce genre de discours en public. Enfin, je veux dire, jamais je pourrais tenir ce discours autre part qu'ici. Donc déjà, ça, j'en suis reconnaissant, même si beaucoup de choses m'irritent dans ce que j'entends. C'est normal. On n'est pas d'accord les uns les autres, donc c'est normal qu'on est tous un peu énervés. Mais il faut pas. Voilà, l'important c'est qu'on puisse justement échanger, se dire ce qu'on a envie de se dire, quoi. Moi, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je comprends totalement ce sentiment des Français de souche qui se disent un petit peu dépossédés de leur pays par l'immigration. Moi, ce que je rappelle tout. Attention, moi, ce n'est pas ce que je dis. Attention, moi, je suis pas en train de dire ça. Je dis ça. Moi, mon problème, c'est l'immigration. Je suis pas en train de dire ça. Moi, je parle de, oui, je suis pas contre l'immigration parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin de gens qualifiés. Je suis pas pour les mecs qui débarquent en bateau chez nous, qui ont décidé de venir chez nous, qui étaient des oisifs dans leur pays et qui viennent glander chez nous. Je suis pas pour les migrants. Je suis pas contre l'immigration si elle est réglée, pensée, etc. Enfin, on a toute une, on a des consulats partout en France, qui partout dans le monde, qui nous coûtent un fric fou. C'est justement pour que y ait une représentation administrative de la France, pour que ceux dont la France pourrait avoir besoin puissent venir s'installer chez nous. Donc ça, moi, je suis pas contre. Moi, mon problème, c'est l'islam. C'est tout. Oui, donc on va remplacer. C'est l'islam ostensible, c'est l'islam visible, mon problème. Voilà. Et depuis 40 ans, c'est l'islam qui est visible ou invisible. Hein. Moi, c'est l'islam visible qui me gêne. Par islam, je comprends totalement que les Français de souche se sentent dépossédés de leur pays par une présence trop importante de l'islam, ostensible. Ok, ça je le comprends tout à fait, mais je ne peux m'empêcher de rappeler que notre pays a une histoire et que la colonisation, ce n'est pas rien, en fait. C'est un truc qui a existé. Oui, mais d'accord. Ouais, on n'est pas responsable. Moi, j'étais pas. Je te rappelle un truc, hein. Tu n'as jamais ramassé de coton et je n'ai jamais vu d'esclave. Hein. Jamais. Mon micro a été coupé, je sais pas pourquoi. Non, tu n'as pas été coupé, Guy. C'est tout. Je dis simplement que, alors, je me réfère toujours à ma chanson préférée qui est Lettre à la République de Kerry James. Il dit dedans, nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivait à son départ. Les Noirs et les Arabes ne seraient jamais venus ici sans. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Oui, mais ce n'est pas la conversation, Guillaume. Ça, c'est autre chose que ce dont on parle. Que t'es devenu musulman, toi? Non, mais on parle d'autre chose. Là, c'est autre chose, Guillaume. On parlait pas de l'immigration. Ça n'a rien à voir, en fait. L'immigration, c'est l'islam. Il y a pas d'autre. Pas seulement. L'immigration, il y a rien d'autre. Pas seulement. Il y a pas d'autre raison. C'est pas les Français qui sont devenus musulmans. C'est l'immigration qui a amené l'islam. C'est l'immigration, c'est personne d'autre. Pour moi, c'est. Quand Jean-Marie Le Pen disait il faut arrêter l'immigration. Mais il n'est pas immigré, Guillaume. Il avait raison. Non, je suis pas immigré. Mais Guillaume n'est pas immigré. Mais pour moi, en fait, ce discours est inaudible. C'est-à-dire que je me rappelle encore à l'école, on a été voir le film Indigène. On a été voir on a été voir ça avec l'école. Je me rappelle, j'étais en 5e. Non, ça j'ai vu aussi. Ou la liste de Schindler, c'est pas mal non plus. Non, parce que Guillaume ne fait pas partie de la même génération. Les gens qui ont plus de 50 ans, on va dire, ont beaucoup vécu 39-45, alors que les gens de la génération de Guillaume, on leur a fait les indigènes.
Voilà, alors que nous, on n'a pas fait beaucoup les indigènes. Il y a un vrai décalage de discours par rapport à l'éducation nationale et ce qu'on les a bassinés depuis des années. Ça, c'est vrai. Pas du tout. J'ai vu des déportés qui sont venus dans mon lycée pour nous raconter leur histoire. Oui, d'accord, mais t'en as fait moins que ceux qui étaient à l'école dans les années 80. Nous, on en a bouffé du 39-45. énormément marqué. Mais tu es complètement endoctriné parce que moi, je suis désolé, je n'ai pas à payer la colonisation du siècle dernier. Mais on peut pas se lancer. Pardonnez-moi, mais on va pas se lancer. Bon, je veux bien qu'on parle de la colonisation un autre soir, parce que là, il est 1h du mat. Là, on était sur l'islam. Je pensais qu'on allait finir plutôt là-dessus, ou alors passer à autre chose, mais pas ouvrir un nouveau dossier important. Moi, je suis d'accord pour qu'on en parle, mais plutôt demain, si vous êtes libre. Vas-y, Guillaume. Non, mais c'était ma réponse par rapport à ça, par rapport au sentiment, de déclassement, on va dire, des Français de souche par rapport aux musulmans, ostensibles. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est bien sûr Free Palestine. J'ai entendu une phrase de Pascal ce soir. Moi, je vais te dire Free les otages aussi, hein. Ça te dérangera pas, non plus. Il faut pas dire que Free Palestine, quoi. Il faut pas dire que ça, quoi. Je veux le dire avec toi aussi. Je veux dire Free les otages, il n'y a aucun souci. Je veux le dire avec toi. Mais par contre, j'entends un truc, j'entends Pascal qui dit moi c'est incroyable que vous ne sentez vous minimisez des actes horribles qui se sont passés en parlant du 13 novembre, etc. Pas que ça. Pas que ça, les autres aussi si tu veux, mais moi je ne comprends pas que tu parles d'un match tranquillement qui va avoir lieu demain. Moi j'écoute tous les matins les informations sur RFI, j'écoute la radio. J'ai envie de vomir quand j'entends. Pourquoi t'écoutes RFI? C'est marrant. J'écoute RFI parce que j'ai envie de vomir quand j'entends depuis des mois et des mois. Et pourquoi RFI? Des dizaines, des 20 000, des 30 000, des 40 000 morts, des civils, des femmes, des enfants. J'entends ça. Ça me révolte tout autant que le 13 novembre, etc. Tu parles des Ouïghours, là? Au Nigeria, c'est au Nigeria, c'est au Yémen, c'est où? Les Ouïghours sont des musulmans. Donc là, tu vas qu'est-ce qui t'affole? renforcer ma de quelle mort, alors? T'imagines, qu'est-ce qui t'affole? Il se passe un truc qui je pense, depuis le génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a encore quelque chose à géométrie variable, donc. Le génocide. Pas du tout. Toujours la même chose. Allez, laissez-le parler. Oui, laissez-le. Oui, laissez Guillaume parler. Alors vas-y, Guillaume. C'est quelque chose de monstrueux et que je trouve monstrueux moi-même, que vous niez en fait. Vous êtes là en train de rire dessus en disant oui, voilà, d'accord, très bien. Voilà, il y a des bombes qui tombent tous les jours sur le Liban maintenant. Avant c'était que la Palestine, donc ok, maintenant il y a carrément 2 pays. Il y a des bombes qui tombent tous les jours sur Israël aussi. Arrête de dire n'importe quoi. Et même sur plein d'autres pays, si tu Arrête savais. de dire n'importe quoi. Il y en a plein partout, des bombes n'importe quoi. Le problème, Guillaume, c'est que ton discours, il est à sens unique, quoi. Il est à sens unique. Exactement, il est complètement, Allez, laissez-le dire ce qu'il a envie de dire. Laissez-le dire ce qu'il a envie de dire et vous réagirez après. Allez-y, Guillaume. La Palestine est un pays isolé, qui n'a aucun soutien international, qui est seul. Ce sont des mecs qu'on a vus. On peut pas ne pas réagir à entendre. Non mais laisse-le dire son truc. C'est pas grave. Vous direz ce que vous avez envie de dire après. Ce sont des mecs qu'on a vus. Ça n'est pas un pays. Ah bon? Oui, d'accord. Ce sont des mecs qu'on a tous vus à la télé se battre avec des pierres contre des chars. Il se passe exactement la même chose aujourd'hui. Ils se battent contre les États-Unis, l'Occident tout entier qui soutient Israël, et eux, ils sont seuls avec leurs pierres et leurs 2-3 roquettes contre des avions, contre des tanks, contre des... Ce n'est pas une guerre en fait, c'est-à-dire qu'il y a une ultra puissance. C'est énorme, Maurice. J'espère que c'est bien enregistré tout ce qu'il dit. Non, mais c'est. Je pourrais le répéter autant que je veux. Il y a rien d'illégal dans ce que je dis. Tu oublies juste une chose, Guillaume. Non, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Mais tu oublies juste une chose, Guillaume. C'est l'argent gigantesque qui a été injecté en Palestine depuis que la Palestine existe. L'argent, le fric monstrueux qu'ont versé aussi bien d'ailleurs les Israéliens que les Américains, que les Européens, que tout le monde a versé du fric dans ce pays. Et dans cette zone en tout cas. Et l'état de cette zone, avant donc la destruction par les Israéliens, l'armée israélienne, l'état de cet endroit démontre quand même que le pouvoir local, le pouvoir palestinien, n'a rien fait pour le peuple. Oui, ça oui. Tout cet argent qui a été injecté n'a servi qu'à faire des tunnels, qu'à acheter des armements, des trucs, des machins, pour que des gens qui sont souvent extérieurs à la Palestine
puissent s'installer, faire des trafics, s'enrichir, etc. Et peut-être qu'un jour, alors ça c'est moi qui fais mon Nostradamus, mais peut-être qu'un jour on entendra un autre son de cloche des Palestiniens, parce que les Palestiniens on ne les entend pas. On entend les Occidentaux dire Free Palestine, machin, entre 2 sandwichs et 3 kebabs. On entend, on entend les gens qui sont extérieurs à la Palestine parler, on entend les gens du Hamas, on entend les gens du Hezbollah, mais les Palestiniens, le quotidien, ceux que j'ai croisés moi quand je suis allé en Palestine, on ne les entend pas. Ils sont muets, ils n'existent pas. Ils n'existent que quand on les compte parce qu'ils sont morts ou parce qu'on doit leur donner quelque chose, etc. Et ce peuple palestinien, on nous le montre dans des reportages qui sont souvent orientés, mais on n'entend qu'un seul son de cloche qui est souvent celui du Hamas de Palestine. Donc ce sont quand même ces gens-là qui ont mis qui ont participé, pas eux tout seuls, mais qui ont participé à faire de la Palestine cet endroit de misère que c'est, malgré le fric gigantesque qu'a donné aussi le Qatar, etc. Dans cet endroit. Voilà, faut que tu penses aussi à ça, Guillaume, pour avoir une vision peut-être plus juste de la situation. Et les photos des villas somptueuses de leurs dirigeants sont visibles partout, hein. Et tu sais, Guillaume, pour rejoindre ce que dit Maurice, tu vois, cet argent-là, c'est vrai qu'ils avaient énormément d'argent, mais il fallait qu'ils achètent aussi beaucoup de marchandises. Et tu sais à qui les achetait? Aux Israéliens, tu veux dire? Non, c'est pas ça. Tu veux dire quoi? Aux Israéliens qui les achetaient? Tu sais, quand t'as pas d'accès à la mer, quand tout est fermé, tu dépends, en fait. Tu sais, Kader, aussi, que les Palestiniens viennent travailler en Israël, et que la plupart, d'ailleurs, ont participé à ce qui s'est passé au mois d'octobre, hein. Tu sais, ça, quand même, Kader. T'as compris, Guillaume? Oui, non, mais j'ai compris, non, mais moi, j'accepte tout à fait ce qu'a dit Maurice, mais en fait, moi, je trouve qu'on a vraiment, et c'est ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que tout à l'heure, on nous a accusés, nous, en tant que musulmans, de défendre la Palestine parce qu'on est musulmans. Mais je voudrais rappeler quelque chose, c'est que si les Français... C'est très clair. Oui, mais si toi, Pascal, tu défends l'Israël, c'est parce que tu es française. C'est pour ça que tu défends Israël, parce que tu es française. Parce que depuis petite, on t'a enseigné la Shoah, on t'a enseigné tout ça, on t'a enseigné... La vérité, quoi. Oui, la vérité si tu veux. Mais parce que toi-même tu es sensibilisé à ça par ton éducation, par... C'est pas la vérité si tu veux, la Shoah. La Shoah, c'est pas la vérité si tu veux. J'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça, je dirai jamais ça. Si tu as dit la Shoah, c'est la vérité si tu veux. Ça, c'est du négationnisme, Guillaume. Hein. Ouais, il faut pas se dire de trucs comme ça, c'est bête. Non, je pense aussi, Guillaume, que le problème qu'ont une partie des gens qui ne sont pas des musulmans et qui ne soutiennent pas la Palestine, c'est aussi surtout parce qu'on n'entend que la voix du Hamas. On n'entend pas la voix des Palestiniens. Donc c'est très difficile de se faire une idée de ce que penseraient les gens. Pas, Maurice. Les gens qui sont... il y a des mariages qui se sont fait fusiller parce que simplement ils écoutaient de la musique pendant un mariage. Le Hamas, c'est aussi ça. Ouais, donc, ils n'ont pas voix au chapitre, ces gens-là. En tout cas... En quoi c'est difficile de sentir, d'avoir de l'émotion en voyant des images qu'on voit depuis des mois et des mois? En quoi c'est difficile, comme on en a eu le 7 octobre, mais en quoi c'est difficile maintenant d'en avoir de l'émotion? Moi, je regarde pas les images de gens morts et tout ça, c'est pas mon truc. Mais voilà. Donc, oui. Moi non plus, rien que le fait de savoir, ça me suffit. Tu vois les décomptes, etc. Ouais, mais les décomptes du Hamas. Je pense que le problème, c'est l'installation des bilans du Hamas et le manque de liberté en fait du peuple palestinien qu'on n'entend pas, qui est tenu par le Hamas, qui a fait souffrir les gens, parce que avant le 7 octobre, il n'y avait pas plus d'eau en Palestine, il n'y avait pas plus de choses qui pouvaient permettre au peuple d'être heureux, parce que le Hamas utilisait l'ensemble de l'aide pour pouvoir, d'une part, pour certains s'enrichir, et d'autre part, faire préparer en fait la guerre, parce que ce qui s'est passé là, c'est que finalement les Israéliens n'ont pas fait de quartier, mais le Hamas avait prévu de faire
faire la guerre avec. C'est pour ça qu'il y a tous ces tunnels, parce qu'autrement ils les auraient pas fait. Ils n'avaient pas de raison de faire ces tunnels. Ils les ont fait parce qu'ils préparaient un conflit et qu'ils avaient imaginé que ce conflit leur permettrait sans doute de sortir victorieux. Je pense que c'est suite aux accords d'Abraham et qu'en fait ça les a singulièrement dérangés parce que ça allait tout à fait à l'encontre de leur projet qui est donc dans la charte du Hamas, qui est l'éradication d'Israël. C'est aussi simple que ça, de toute façon, parce que là il y avait une avancée de Trump qui était assez faramineuse par rapport à ça, et je pense que ça leur a pas plu. Ils veulent exister par le conflit, ces gens-là. Allô, Maurice? Oui, mais oui. Si tu parles en même temps que les autres, Guy, on t'entend pas puisque Pascal était en train de parler. Oui, mais bon. T'as parlé longtemps. Je veux bien que tu fasses ta victime, mais t'as quand même parlé assez longtemps. Je pense que si on faisait le décompte, on t'a écouté religieusement même, Guy. Ouais. Mais justement, ça va être à toi. Ça va être à toi dans peu de temps. On laisse Guillaume finir. Après, on écoute Kader et ensuite c'est à toi. Puis Pascal et on se casse. Allez-y, Guillaume. Moi, j'ai sauté dans l'histoire. Ah pardon. Ah si, parce que toi t'as déjà passé ton tour avant. Bah oui. Oui. Ah d'accord. T'as déjà parlé 2 fois. C'était les 2 fois, mais bon, tu es aussi intervenu. Mais on te. Oui, ça va. Guillaume, je peux te poser une question, Guillaume. Oui. Alors attendez. Donc attendez, Guillaume, donc t'as fini, on va écouter Kader puis Guy, puis Pascal et on se casse, on écoutera la conclusion donc de Renaud. Te prépare-nous un truc qui va faire mal. Allez-y Guillaume. Vas-y Kader, c'est à toi. Ah pardon, allez Kader 2-3. Voilà, ça me fait plaisir de retrouver Guillaume à l'antenne et j'espère que ça se passe bien pour toi et ta petite famille et Samir et que je t'écoutais tout à l'heure, tu avais l'air d'être un peu désabusé, un peu déprimé par l'ambiance dans laquelle tu étais, le village ou la ville dans laquelle tu habites. Tu parlais de routine tout à l'heure, tu sais, t'as changé un peu des choses dans tes routines ou c'est toujours pareil? C'est-à-dire j'ai l'impression que tu es un peu comme un ennui. Oui, c'est ça, c'est de l'ennui, c'est la routine classique, je sais pas, du père de famille qui emmène son enfant à l'école, qui rentre chez lui, qui doit faire la lessive. Avec Guillaume, c'est cool. Avec Guillaume, si tu veux te dire un truc, tu vois, il y a un truc que j'aime bien de chez Tyson. Il dit pas beaucoup de choses des fois d'intelligible, mais il y a un truc que j'aime bien, il dit la discipline, tu vois, c'est quoi? C'est de faire quelque chose que t'aimes pas comme si tu l'aimais, en fait, tu vois. C'est le plaisir que tu prends. Et il faut que tu prennes à mon sens, il faut que tu prennes du plaisir parce que ces moments-là. Bon, Tyson, s'il avait appliqué ça, il serait devenu philosophe. Non, mais c'était pas. Non, c'est une boutade, Kader, c'est une boutade. En plus, dans pas longtemps, à presque 60 ans, il va en faire un. Non, mais dans le fond, t'as raison. Hein. Je sais que toi qui as eu des enfants, tu te rappelles de cette époque avec émotion quand ils étaient petits et tout. Oui, je sais. En profiter. Je te dis franchement, faut que t'en profites parce que c'est des moments que tu pourras pas retrouver. Tu sais, je regardais un documentaire pour revenir encore à la boxe parce que j'aime bien. Il y a des gens que j'aime bien et Mohamed Ali, par exemple, pour moi, voilà un exemple. Le mec, voilà un exemple. En plus, on parle de religion. Voilà un homme qui a fait le choix de devenir boxeur, qui était noir dans une société à l'époque ségrégationniste, qui a abandonné son nom patronymique pour prendre une religion et prendre un nom, Mohamed Ali, et qui en plus refuse d'aller se battre au Vietnam, non pas parce qu'ils ne sont pas américains, mais parce que lui, il n'a pas envie d'aller tuer des gens qui n'ont rien fait. Voilà le genre de mec que j'aime bien. Il dit un truc, il faisait un truc, Guillaume. Il enregistrait toutes les conversations avec ses enfants. Toutes. Téléphone, tout ce qu'il pouvait. Ouais. Pourquoi? Pour que ses enfants se rappellent et puis qu'ils puissent s'en rappeler aussi comment ils étaient petits, tout ça. Et donc tout ça, il faut vraiment que tu t'en profites, Guillaume. Et que tu vois, tu te détendes. Ta femme, alhamdoulilah, elle travaille, excusez-moi, j'ai dit louange à Dieu en arabe. Ouais, je préfère qu'on parle en français, Kader. Si tu veux bien. Dieu merci, ta femme a trouvé du travail. Merci, Kader. Ce que je veux dire, Guillaume, c'est-à-dire que ta femme, elle bosse, t'as un truc, t'as un logement, apparemment, de ce que j'ai entendu, tu payes pas rush, tu payes pas cher, t'es bien, et tu vois, là, tu devrais poser à faire des projets, partir en vacances, faire des trucs comme ça, tu vois, mais je pense que là, tu vois, peut-être que le fait d'être, comme tu dis, dans l'aventure, dans les choses où tu maîtrises plus trop, peut-être que ça te fait un peu flipper maintenant. C'est peut-être ça que je vois chez toi. Oui, c'est ça. Non, mais tu devrais te rassurer,
comme j'ai dit, voilà, je vais pas répéter le mot, mais c'est magnifique. Moi, je suis content pour toi. Merci beaucoup. Bon, on espère que ça va marcher. On va écouter Guy à Villeneuve-Saint-Georges. Oui, merci Maurice, oui, au bout d'une demi-heure. Ouais, on est nombreux, hein, c'est normal. Oui, bien sûr, très nombreux, très nombreux. Guillaume m'a dit un truc tout à fait intéressant en répondant à Pascal. Il a dit, mais les Français, ils soutiennent Israël. Ben oui. Ben oui. Et il l'a dit de façon très intelligente. Vous avez été sensibilisés avec l'extermination des Juifs, etc. Ben, on a tellement été sensibilisés à l'extermination des Juifs que on nous a dit à la télévision depuis 40 ans que c'était les Français qui étaient responsables de l'extermination des Juifs. Le mot allemand n'existe plus du tout dans le vocabulaire des journalistes. Je parle de la télé, des médias. Hein. Le mot allemand n'existe plus, c'est vous, les responsables de l'extermination des Juifs. Donc tous les jours, tout le temps, moi j'ai des enfants autour de moi qui m'ont dit mais on n'en peut plus, on en a marre, c'est tout le temps à l'école, c'est tous les ans en histoire, c'est ci, c'est ça, c'est l'extermination des Juifs, c'est la Shoah, et c'est tout le temps. Alors eux c'était l'école, et nous les adultes c'était la télévision. Et tu as tout à fait raison de pointer que en effet tous les Français sont pour les Israéliens. Parce que c'est marrant, c'est pas ce que j'entends du côté de Mélenchon ni de Panot, hein. Non mais eux ils font ça pour des raisons électoralistes. Ils font ça pour des raisons électoralistes parce qu'ils ont les musulmans qui les suivent, donc voilà. Je suis d'accord. Alors, oui, je suis d'accord, Pascal. Tu as raison, Pascal, c'est vrai. Mais le tropisme. C'est juste pour te reprendre sur les Français. Les Français. On va dire la majorité des Français soutiennent Israël. Le tropisme Mélenchon-Panot, il est quand même relativement récent. Une dizaine d'années, je dirais oui, une dizaine d'années grand maximum. Moi, je te parle des 40 dernières années. Voilà, où on explique toujours, d'ailleurs c'est toujours vrai, à la télévision, rappelez-vous le Veldiv, rappelez-vous Pétain, Laval, Péché. C'est la vérité ou pas, ça? Rappelez-vous, et à qui on dit ça? Est-ce que les gens qui entendent ces discours, est-ce que c'est les gens qui en sont responsables? Non, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Et quand Guillaume pointe, moi je n'ai rien à voir avec ces histoires. Voilà, je n'ai rien à voir, et les Français qui naissent, qui sont de ma génération, j'ai 60 ans, n'ont rien à voir avec ces histoires. Voilà, nous on est nés. Oui, mais pas plus qu'on n'a rien à voir avec la colonisation. On n'est pas responsable. Il nous le sert sur un plateau, ça. On n'est pas responsable de l'extermination. On n'est pas responsable de l'extermination des Juifs, et pourtant c'est comme si c'était le cas. C'est comme si depuis 40 ans, à la télévision, eh bien c'était le cas, on est responsable, vous êtes responsable. En fait, tous les Français sont responsables. Et le premier qui a dit qu'on était responsable, c'est Bernard-Henri Lévy, quand il a écrit un bouquin qui s'appelle L'idéologie française, où il explique, eh ben oui, en 1977, les inventeurs du nazisme, c'est pas les Allemands, c'est pas les Allemands, c'est les Français. Et il faut lire, c'est très important, il faut lire L'idéologie française de Bernard-Henri Lévy. C'est un bouquin extrêmement intéressant où en fait, un garçon dont les parents ont été sauvés par les Français, puisque Bernard-Henri Lévy est un séfarade d'Algérie, eh bien, sans les Français, ce Bernard-Henri Lévy, il serait jamais devenu agrégé de philosophie, et il serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il serait un berger au milieu de la montagne, en train de garder des moutons. Voilà. Pourquoi tu ne reprends pas Guy? Pourquoi tu ne reprends pas Guillaume sur le propos qu'il tient sur la colonisation et tout ça? Parce que moi, je m'en sens pas responsable non plus de tout ça. Mais je veux dire, c'est pas la peine de toujours avoir un discours profondément antisémite que tu nous serines à longueur de temps parce que c'est complètement axé systématiquement là-dessus et que tu ne le reprends pas sur les choses dont on devrait se sentir responsable. Moi, je me sens pas responsable. Est-ce que Kader se sent responsable de la poussée musulmane qui a complètement envahi le Maghreb et qui les a tous mis musulmans? Est-ce qu'il s'en sent responsable, lui? Non, mais moi, j'aimerais savoir. J'ai la main. Bon, tu réponds pas à ma question, parce que c'est quand même fondamental. J'ai la main. Donc, j'ai déjà dit tout ça. Je note que tu n'es pas capable d'y répondre. J'ai déjà dit tout ça des milliers de fois dans cette émission. Je suis pas plus responsable de l'extermination des Juifs que je suis responsable de la colonisation. Voilà. Donc voilà, mais parlons
de ce que raconte Guillaume par rapport à ce point précis. Il a tout à fait raison. Les Français sont pour Israël à cause de l'extermination des Juifs. Voilà. S'il n'y avait pas eu l'extermination des Juifs. Non, moi je suis pas pour Israël à cause de l'extermination des Juifs. Moi, Guy, je suis pour Israël parce que c'est la seule démocratie de la région. Surtout. Voilà, c'est une démocratie. Oui, c'est tout. Bon, mais il a raison, Guillaume. Voilà. Pour moi, il a raison. Les Français sont comme ça parce que le passé. Parce que la sensibilité aux événements, parce qu'on est culpabilisé de ce qu'on n'a pas fait, de ce que nos ancêtres ont fait, de tout le monde entier, et ça dure depuis 40 ans. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, parce que moi, je peux t'exposer pourquoi je soutiens effectivement l'État d'Israël, et c'est pas du tout pour les raisons que tu évoques. Oui, mais pas du tout. Moi, je parle pas de toi, je parle de l'ensemble populaire français, c'est ce que je pense. Il a tout à fait raison de pointer ce truc-là. Maintenant, on n'est pas plus responsable de ça qu'on est responsable de la colonisation. Genre, qui ne justifie pas, quand Guillaume nous sort Kerry James, maintenant, ils sont ici, maintenant, machin, bidule. Moi, je suis désolé, ça, pour moi, c'est exactement la même chose. Là, d'un côté et de l'autre côté, je n'ai rien à voir avec ça. Bon. Mais il a raison juste, pour le sujet en question, de pointer ça. Et moi, qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas du tout parlé durant mes interventions de cette histoire de Gaza, comme je n'avais pas parlé du Covid. Voilà. Je n'avais pas parlé du Covid, j'ai pas parlé de tous les problèmes, machin bidule avec le Covid. Et là, j'ai pas encore parlé de Gaza. C'est la fin de l'émission aujourd'hui. Je n'en parlerai pas. Ce que je veux dire, surtout, et ce qui est important, c'est que je demande aux auditeurs de bien comprendre ce qui se passe dans cette émission. C'est-à-dire des gens qui ont toujours voulu l'immigration, qui ont toujours voté pour que ça continue, pleurnichent sur l'immigration. Ils pleurnichent sur Kader, ils pleurnichent sur Guillaume. Et voilà. Et en fait, Kader et Guillaume ont gagné. Parce que la France devient, que Renaud le veuille, ou que Pascal le veuille ou pas, la France devient un pays musulman. Elle le devient. Et tout ça, c'est l'immigration. Voilà. Pour qui Renaud et Pascal et Céline et tous les autres, ils ont toujours voté pour l'immigration. Et maintenant, le résultat, il est là. Et moi, je dis... Je ne sais pas ce qui te permet de dire ce qu'on a fait ou pas fait. Enfin bon, ça, c'est ton propos. Aux jeunes qui écoutent cette émission, je leur dis de foutre le camp. Parce que la France, c'est terminé. C'est finito. C'est terminé. T'as pas vu les résultats aux dernières élections, je pense. Hein. Pourquoi tu leur dis ça, toi? Marine Le Pen nous porte du pouvoir. Pourquoi tu dis aux gens de partir? C'est maintenant qu'il faut rester. Hein. Tu n'as pas écouté les dernières informations, Guillaume. Marine Le Pen va être condamnée. Oui, mais elle ou un autre. Elle ou Bardella. De toute façon, Marine Le Pen ne mettra pas les musulmans dehors. Qu'est-ce que vous racontez? Ça, j'en suis pas si sûr. Non, mais bien sûr que non. Heureusement, d'ailleurs. Mais ça, c'est le fantasme victimaire encore. Toujours à chouiner, toujours quelque chose qui va pas. Quelqu'un comme Pascal, moi je ne connais pas sa situation ou je ne sais quoi, mais on connaît la situation de Maurice, qui est un homme riche, puissant, qui a des propriétés. Le jour où ça va chauffer très fort, il va prendre ses clics et ses claques et il va se tirer dans une de ses propriétés étrangères. Mais c'est pas le cas de la population. Il va y aller en cabriolet. Moi, je dis à la jeunesse qui m'écoute... Je te le recommande, Kader. Tu devrais acheter le MAM. C'est Maurice, le fils qui écoute l'émission. Foutez le camp de ce pays. Ce pays est en train de mourir. T'es un grand courageux, Guy. Je sais pas ce que t'aurais fait pendant la guerre, toi. Parce que alors, si ton seul propos c'est de dire foutez le camp et puis lâcher tout, bah franchement, t'as pas honte. T'as aucune honte, toi. Vraiment. Les créanciers sont là tout autour de nous, en rigolant, en attendant d'acheter les biens de la société française. Il y a l'épargne des Français dans lequel le gouvernement pourrait prendre la dette. Et donc, je dis aux jeunes de foutre le camp, de dégager, parce que, oui, l'islam a gagné. Il y a 500 000 musulmans qui arrivent légalement en France chaque année. 500 000 musulmans qui arrivent, qui n'ont aucun travail, qui n'ont rien du tout. Il y en a 50 000, il y en a 50 000. Tu vois, Kader, t'as pas de raison d'avoir peur, si t'en crois Guy, personne va te tuer. Ce sont des ayants droit sociaux, c'est-à-dire des familiaux, des étudiants, des machins, des bidules. Mes amis, foutez le camp, si vous pouvez foutre le camp. Ce pays est terminé. Et le futur s'inscrit avec Kader, il s'inscrit avec Guillaume et ça. Et alors, il s'inscrit avec Pascal, et comme l'a dit Maurice, les pays musulmans, ça ne marche pas. Il y a que les pays musulmans qui ont du pétrole et du gaz
où ça marche, le reste, ça ne fonctionne pas. Juste un truc, il faut que tu sortes de Villeneuve-Saint. Il faut que tu sortes de Villeneuve-Saint-Georges et que tu viennes passer un week-end à la maison, Guy, s'il te plaît. Je t'invite à passer un week-end ici. Vous aurez soit dépassé, soit... Moi, si tu m'invites, je viendrai parce que ta femme met pas le voile, donc moi ça marche. Si à la maison elle le met. Donc, ouais, mais bon, on ira manger dehors. On ira manger en terrasse avec ta femme sans son voile. Voilà, paf. Et tu verras que si on va manger dehors, ici il y a plein de boulangeries, il y a plein de Français comme vous les décrivez. Votre identité n'est formidable. J'arrive. Ici, elle est à 100%. Toi-même, Maurice, tu le sais très bien, tu voyages dans le pays, tu sais très bien que ça c'est faux, que le grand remplacement c'est moi je parle pas de grand remplacement, moi je ne parle pas de grand remplacement, Guillaume. Oui, voilà. Non, mais oui, j'imagine, je sais, mais je veux dire, là, il y a encore de la marge pour que les Français soient remplacés par les musulmans. Le pays mais pas du tout, si tu sors des grandes villes de la banlieue parisienne, tu verras que la France, ça reste la France. J'ai en France, et il y en a 500 000 qui arrivent chaque année. Et les 500 000, c'est les 500 000. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Retailleau était en commission au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il a dit on ne maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus rien en termes de... Il maîtrise plus rien, pourquoi il reste au pouvoir alors ? Un catholique il ne va pas rester, Kader. Bah oui, c'est ça. Parce qu'ils parlent tous, on a l'impression qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils vont rester, mais en fait, ils sont juste de passage. Faut contrôler chaque matin si c'est toujours eux. Pour être sûr. Voilà, faut pas écrire leur nom, même l'imprimer, parce qu'il faudra jeter les feuilles après. Bon, allez. En fait, je parle plus, là, c'est ça. Non, vas-y, Guy, pardon. Allez-y, Guy. Au fait, je suis là, excusez-moi d'être là. C'est le sale français de souche qui dit, excusez-moi d'être là. Non, mais arrête. Écoute, si, c'est ça. Il y a 500 000 musulmans qui arrivent chaque année depuis. Ça, tu l'as déjà dit plusieurs fois, Guy, on a entendu, ça. Oui, mais c'est important que les auditeurs comprennent. Oui, mais tu n'as pas besoin, pour qu'on comprenne les choses, tu n'as pas besoin, pour qu'on comprenne les choses, Guy, Guy, tu m'entends ou pas? Pour que l'on puisse comprendre les choses, tu n'as pas besoin de les dire plusieurs fois, en fait. Je sais pas si tu m'entends. Vas-y. C'est l'explication qui permet de comprendre, c'est pas la répétition. C'est à mourir de rire. Vous rigolerez beaucoup plus fort si on sait que que c'était pas aussi tragique, parce que le pays est détruit. Voilà. Le pays est détruit. Et voilà, quoi. Donc, Guillaume, tu as l'avenir pour toi. Kader, tu as l'avenir pour toi. T'inquiète pas, Kader. Une personne ne viendra te virer de chez toi pour te ramener au Maroc. Au contraire, ce sera tes amis. Ça, c'est pas faux, hein. Tes amis marocains vont venir. Et voilà, tout va bien. Tout l'avenir. Moi, j'ai beaucoup d'amis de Français de souche, énormément. Et oui, contrairement à ce que tu laisses entendre, comme moi on vit en vase clos, ou comme certains le disent, moi je suis vraiment bien dans ma vie. Je m'entoure de personnes de différents horizons. Bien sûr, tout va bien. Bien sûr. Ah oui. T'as 500 000 de je vais te dire même un truc. Je vais même te dire un truc. Tiens, ce soir, j'étais chez un pote. Il a sorti une bière, il a bu devant moi, et moi, il m'a servi un café. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est sûr que s'il vient chez moi, il n'y aura pas de bière. Parce que j'ai pas de bière chez moi. Bon, très bien. Merci. On va écouter Pascal à Paris. On se casse. Allez-y, Pascal. Pas trop long, je t'en supplie. Non, je vais pas faire trop long. Je pensais même faire une conclusion là, tu vois. Ce que je veux dire, de toute façon, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Simplement, quand Guy parle de Français de souche, j'aimerais savoir à la combien de génération il est en train de parler, parce que même moi, je suis même pas certaine d'être une Française de souche. Oui, mais bon. Parisienne, c'est pour ça. Moi, je ne suis pas parisien. Voilà. Ah, et ça change quoi d'être parisien? La ville de Paris a accueilli des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'étrangers depuis le 19e siècle. Et à part le nord de la France, c'est pas du tout le cas en province. Moi, je suis un provincial. Et donc, ça change mon propos? Bah oui, quand tu dis que tu n'es sûr de rien. Moi, je suis sûr de tout. Toi, tu n'es sûr de rien. Voilà. Je ne suis sûr de rien? Moi aussi, je suis provincial. Je sais pas ce que tu racontes, hein. C'est ce que tu as dit, je ne sais même pas si j'ai des ancêtres français de souche ou je ne sais quoi, donc tu n'es sûr de rien. Guy le sait par contre, du coup.
Ah oui, moi je sais. Et moi aussi, je le sais, je suis auvergnat depuis des générations, depuis peut-être. Eh ben voilà, t'es auvergnat, je me suis. Ah oui, moi aussi j'ai mon arbre généalogique. Des Français de souche, je suis pas sûr que ça tienne debout. Oh, ça sera une conversation, ce sera une autre conversation, la souche, mais c'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant la souche. Moi j'aime bien qu'on parle de ça. On va déraciner, Maurice. On va déraciner. Enfin bon, je voulais simplement préciser sur l'islam, Pascal, parce que si tu veux, quand on t'entend gueuler, enfin pas gueuler, mais c'est la main totale. Récriminer contre l'islam, on est mort de rire, sachant que t'as toujours vu l'immigration. Donc si tu veux, les gens. Mais arrête avec ça, c'est fatigant. C'est vraiment c'est obsessionnel. C'est n'importe quoi. Le mec il est monomaniaque, tu sais. C'est une logique implacable. On vient pas pleurnicher. Enfin bon, écoute, tu heureusement que c'est ta main, Pascal. Parce que chaque fois tu répètes la même chose, tu donnes des propos aux gens, tu donnes des votes aux gens. Enfin, fais ce que tu veux, hein, mais bon, j'ai pas. Pascal, c'est à toi de parler. Je lui laisse pas la main, sinon il va te l'attraper. Oui, non, mais il radote. Je pense que là, il y a une question d'âge, mais c'est malheureux parce qu'on a le même âge, tu vois, ça me fait peur. C'est peut-être Villeneuve-Saint-Georges qui fait ça aussi, tu vois. Oui, c'est des faits banlieues, certainement. Ouais. Moi, ce que je voulais préciser par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, et je vais pas épiloguer, du pourquoi je soutiens Israël. Alors, pas tant sur le discours de Guy, l'édifiant, etc. Simplement, moi, j'ai visité Israël, donc je connais là-bas, je sais comment ça se passe là-bas, et je pense qu'on ne parle jamais aussi bien que des choses qu'on a vues, mais vues de sa propre vue, c'est-à-dire pas des choses fantasmées qu'on m'aurait apprises à l'école et des choses comme ça. Déjà, ça c'est un premier point. Je connais des Israéliens qui sont nés là-bas et je connais des Israéliens qui sont effectivement venus d'autres pays et qui y sont installés. Donc j'ai aussi cette vision qui est un peu différente de ces personnalités. Moi j'ai vu une population multiculturelle, j'ai vu des musulmans, ils sont quand même 20%, ce qui n'est quand même pas neutre. Ils sont élus à la Knesset, c'est une démocratie. Je n'ai pas en tête tous les noms des gens, mais il y a quand même un musulman qui est à la tête du renseignement, qui est à la tête de trucs de l'armée. Donc il faut arrêter de penser que c'est un clivage religieux et de penser que c'est ça qui est le problème fondamental. C'est un problème d'islamisme. C'est un problème de gens qui sont complètement endoctrinés et qui sont sous une charte qui est le Hamas. Ouais. Et ce sont des gens qui sont corrompus, il faut le dire. Que ce soit Arafat ou que ce soit même les suivants, c'est des gens qui ont des villas somptueuses, c'est des gens qui ont mis leurs enfants bien ailleurs et qui les font pas vivre sur place. Et ce sont des gens qui, de toute façon, appauvrissent leur population. Soit en les maltraitant, comme ça s'est vu à Gaza, et je rappelle que Gaza n'a pas de juifs depuis 2005, ce qui est quand même très conséquent. Donc je ne reprendrai pas ce qu'a dit Maurice sur les tunnels, sur les milliards qui ont été déversés depuis des années et des années de partout pour arriver à cette situation dramatique où les gens ne s'en sortent pas et où la corruption et le fondamentalisme religieux qui est par leur islamisme et leur volonté de détruire Israël est simplement comme ça. Donc ma position, elle est politique. Et elle est essentiellement politique et parce que je sais comment ça se passe là-bas. Je vais pas vous raconter comment j'ai échappé à l'attentat en plein marché de Tel Aviv. Moi, j'ai vécu des choses là-bas. Donc, je sais la violence et je sais que ces gens ne sont absolument pas fiables et qu'il est très, très difficile de dialoguer avec des gens qui sont capables de se faire sauter en plein marché ou qui sont capables de rentrer dans un bus et toutes ces choses-là. Et je dirais ce que j'ai déjà dit aussi, c'est que tout ce qui se passe en Israël et tout ce qui s'est passé en Israël, on le vit ici. C'est exactement la même chose. Attends, Pascal. Non, laisse-moi finir, Kader, pour une fois. Tu pourras dire ce que tu veux après dans ta conclusion, mais je regrette. J'ai cette position et je maintiens que ce qui se passe là-bas est dramatique. Et même s'il y a des morts à Gaza, une chose est certaine, s'il n'y avait pas eu toutes les bombes et s'il n'avait pas le financement extérieur qui est via l'Iran et tous les proxys et ce que tout le monde sait, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est tout. Et Israël Moi, ce que je crains, c'est qu'en France, on en arrive à la même chose parce qu'on a la même chose qui est en train de se provoquer. On a vécu le Bataclan, on a vécu Charlie, on a vécu l'hypercacher et tous les attentats qu'on a régulièrement en Nice. Enfin, je veux dire, maintenant, on peut égrener tous les noms de ces gens qui se revendiquent de l'islamisme et qui ont fait des massacres en France et ailleurs. Et ça fait des décennies que ça dure. Et ouais. Donc maintenant, moi, si je soutiens Israël, c'est pour une raison politique.
Voilà. Ok, on va écouter la conclusion. On fait conclusion rapide. Tu seras la dernière à parler, Pascal. La conclusion de Renaud à Paris. Ciao, rock'n'roll. Bien envoyé. La conclusion de Guénolé à Nantes. Rien d'autre à ajouter, rock'n'roll aussi. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guillaume à Angers. Rail et Dalbouka. Bon, je préfère quand c'est en français, Guillaume, si tu veux bien. Tu peux nous dire quelque chose. J'ai dit Rail et Darbuka, en fait. Juste pour le dire rock'n'roll, tout simplement. Ah, d'accord, excusez-moi, je n'ai pas compris. C'est une petite blagounette. Ah, d'accord, pas mal. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Kader à 3. Allez, bonne nuit à tous et à bientôt. Pareil, rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Guy à Villeneuve-Saint-Georges. Voilà une longue suite de larmes où tout le monde est mort de rire. Les larmes, les gens qui chérissent les causes de leur malheur. Bonne nuit à tous. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Et la conclusion de Pascal à Paris. Merci Maurice, parce que c'est vrai que cette émission permet un espace d'expression et que même si on n'est pas toujours d'accord, je pense qu'il y a quand même des points où on peut l'être sur certains points. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas toujours un peu de lucidité et d'esprit critique, ce que j'avais déjà dit aussi. Donc merci et rock'n'roll. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. Je salue toutes celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre et aussi les participants à notre échauffourée, notre discussion. Je trouve que c'est bien. Je remercie toutes celles et ceux qui viennent ici bavasser. Bon, même si on changera pas le monde, on va pas le refaire nous, mais je pense que c'est bien qu'on ait l'occasion d'avoir voilà, qu'on puisse sans s'injurier se dire des choses parfois désobligeantes, mais voilà, c'est pour ça qu'on a fait cette émission. C'est aussi pour que tu puisses t'exprimer, pour qu'on puisse s'exprimer, parce que je me mets dans le cercle. Merci d'être venu. Demain soir 21h pile, je serai là pour l'avant-dernière de la semaine. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.